Insolite, épisode 11, Monsieur Série and Friends, avec Elodie, Cécile et Florian. Et moi-même, voilà, parce que je me présente pas. Un special guest, Frédéric. Et celui qui est toujours là, parce que bon, voilà. Et de façon exceptionnelle, cette semaine, Monsieur Série. De façon exceptionnelle, je suis là. Cette fois-ci, ce n'est pas une IA qui me remplace. De façon exceptionnelle, en fait. Pardon ? De façon exceptionnelle, du coup. Exceptionnelle. Excepsemence. Non. 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 Excès de semence non plus. Excès de semence. Il y en a trop. C'est un geyser. Oh la vache. Ça faisait très chaud en plus. Ça faisait très Ilikaku dans la prononciation, en fait. Excepsement. Oui. Exceptement. Alors, le sponsor de cette semaine, c'est un booktuber influenceur, Fabrice Licunu. Parce que quand on lit dans le plus simple pareil, la littérature n'a pas son pareil. J'ai pas pu la tenir, désolé. En fait, au moment de dire le nom, j'ai eu la photo que Cécile a postée sur Twitter. Depuis, je ne vois plus que cet homme cunu qui lit. Donc, merci Fabrice Licunu. Et encore, j'étais triste sur la photo, on voit pas trop son cul parce qu'il est assis dessus. Donc j'étais un peu déçue. Il est de dos, mais ça permettait que ça soit... C'est une nudité que je me suis permise de cacher sur Twitter, quand même. Hein, j'ai mis un petit flou, mais on voit rien. Le mec est de dos et on voit une partie de ses jambes et il lit le journal. Ouh. Voilà. Il s'appelle Fabrice. Sacré Fabrice. Puis un jour, il se mettra à l'édition et puis il créera en Paul Naref. Oh. Ouh là là, la référence. Bon. Référence. Voilà, donc dans cet épisode... C'est Julien Clerc, c'est net et précis. C'est ça. Dans cet épisode, on va parler de Night Court, la série de 84. Et la série qui vient... Enfin, la suite, reboot, comme vous voulez, bref, de 2023, hein, qui est arrivé donc ici il y a même pas une semaine. Si, une semaine, si. Donc je fais la même mélodie mais à la guitare électrique. Ouais, qui est pourri, mais bon, bref. On va en reparler. On va en reparler. Mais il y aura aussi des recommandations ou des trucs qu'il faut y aller doucement, faire attention quand même. Hein. Bon, voilà. Teasing. Mais avant tout ça, qu'avez-vous regardé? Quelle a été votre actualité série? Cécile? Ça fait un moment que t'es pas venue, donc voilà. Ouais, ça fait un moment. J'ai pas d'actu. Non, si. J'ai commencé une des séries que j'ai commencé cette année, parce que ça va vous étonner. Hein, entre les séries médicales, il y a aussi les séries de pompiers, et j'ai commencé Fire Country. Oh oui. Et franchement, ça passe pas mal. C'est sympathique. Ça fait très texan un peu. Enfin, ça m'a bizarrement, ça m'a remis des vibes un peu de The Ranch, les gars bourrus comme ça, qu'osent pas se dire qu'ils s'aiment bien, la relation père-fils et tout. Voilà, moi j'aime bien. Donc Fire Country, rapidement, c'est un détenu qui va pouvoir gagner du temps de prison en allant devenir pompier dans un camp de détenus qui travaillent comme pompiers. Sauf que malgré ce qui était prévu, il se retrouve dans un camp qui est en fait dans sa ville de naissance, où son père est le chef des pompiers. Enfin, son père et sa mère sont chefs des pompiers. Donc ça va mettre des tensions, et donc forcément il revient dans sa ville de naissance. Donc il connaît tout le monde parce que c'est un petit village, tout le monde se connaît. Bah oui, évidemment. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas parce que je me souviens maintenant du pitch, je crois qu'on en avait parlé en début de saison, je pense que c'est possible, ou même en fin de saison dernière. Mais c'est clairement le truc genre Virgin River, quoi. Oui, voilà. Alors, il y a un petit peu de mélo, mais pas trop. Ouais. En fait, j'avais retenu deux choses du trailer que j'ai vu en mai dernier, en fait. Ouais. Un, il y a une collection de Hunk absolument énorme, en fait. Donc, il y a une collection de BG, donc je ne suis pas le public cible. Et l'autre, c'est il va y avoir un maximum d'incendies en images de synthèse, en fait. Donc, ouais, mais c'est pas trop dégueulasse, voilà. ça. Le feu n'est pas que dans les montagnes, mais aussi dans les culottes.
C'est comme Pourquoi dans ça les... n'a pas été vendu comme ça? C'était vachement plus efficace. Mais ça n'a pas eu besoin, c'est confirmé pour une saison Ouais. entière, donc je pense que ça a Non, été ça le marche coulé de bien. source en fait, Ça marche bien. pour le feu. Et il faut pas oublier qu'il y avait aussi une série prévue, cette fois-ci avec un chocolatier, c'était la Kinder Country. Ah, Ça, j'aurais regardé. Il y avait un enfant aussi. C'est Oula. Kinder, c'est enfant. oui, c'est ça, incarné par Alex Lust, Voilà, en Allemagne. tout à fait. Voilà, dans les champs, avec du chocolat. Et paf, ça fait du choc à pic. Et une vache violette, mais on sait pas ce qu'elle foutait là. Hmm. Mais je sais pas, parce que est-ce que la vache violette, elle est vraiment seule, ou est-ce qu'il y en a au moins 1000 cas pareil? Oh la Je sais vache. pas. Ça doit Oh être la un vache. cas isolé, moi je C'est un cas isolé. Isolé de vache, d'ailleurs. Bon, Oi, oi, oi. Élodie, Festival. Oui. vas-y, rattrape-toi. Moi, j'ai terminé la première branche est saison lente, de là, ça. Minx. Et De quoi Minx, nouvelle série préférée. Et franchement, t'as eu du bol, parce que tu vois, commencer ça, c'est annoncé, enfin, entre guillemets, annulé, parce que, bon, moi, ils ont fait un nettoyage. Et puis, hop, derrière, on dit, ah, bah, en fait, Stars va le récupérer. Je fais, oh, putain, la chance. Ouais. En vrai, je l'aurais quand même regardé, même si Oui. c'était resté annulé. oui. Parce que de toute façon, j'avais déjà commencé quand l'annonce est tombée. Et en vrai, ouais, j'ai eu de la chance que ce soit renouvelé pendant que je le regardais, parce que du coup, je pense que j'ai pas regardé les derniers épisodes de la même manière que je l'aurais fait si Bah je oui, savais qu'il n'y en avait clairement. plus, quoi. Clairement, d'autant plus sans spoiler. Et vraiment, si vous pouvez la regarder, regardez Minx, ça vaut vraiment le coup. Parce que Il y a beaucoup de cul nu aussi. Ouais, Oh, et pas pas que que du ça. cul, hein. Non. Pas Est-ce qu'on que voit ça. celui du héros? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi aussi. Il y a aussi les deux dons de cul nu, c'est vrai. Oui. Oui. Oh. Voilà. Il s'appelle pas Fabrice. Non. Écoute, tu lui as demandé? Tu sais pas. Je vrai. sens que le titre de ce podcast sera Fabrice Lécunu. Je vote pour. Voilà. Et c'est attendu sur OCS d'ici mars-avril, je suppose, donc il y aura plein de monde qui pourra le voir, s'ils sont encore abonnés. Voilà. Et bah, ça fera une bonne raison de rester abonné, parce que franchement, ça vaut le coup, hein. Ah bah, totalement. On en avait parlé il y a déjà quand même quelques épisodes maintenant. C'était une de mes recommandations, et ça reste une recommandation, parce que c'est vraiment très très plaisant. Florian. Oui, mais ma foi, j'ai maté plein de choses pour les recos séries de CNET et pas grand chose en dehors de ça, donc je m'avoue un tout petit peu vaincu. Voilà. Un tout petit peu vaincu nu d'ailleurs, puisque je peux pas. J'ai Je pense que beaucoup de cul, quand même, hein. c'est une thématique, hein, voilà, c'est le vaincu nu. Ah, Voilà. du vaincu nu, c'est Donc pas tout mal, ça pour dire que je suis pas sorti des ronces. Voilà. Ah non. Pas le cul sorti des ronces, effectivement. Tout à fait. Ouais. Moi, de mon côté, ça a été relativement calme, finalement. Si j'ai commencé En Place sur Netflix, avec Jean-Pascal Jadi. Jean-Pascal Zadi et Eric Judor, entre autres, parce que j'ai pas retenu tous les noms non plus, hein, je vous dis que j'ai viens de commencer, et je trouve pas ça désagréable, vraiment. Je attends de terminer les épisodes qui sont mis en ligne pour mettre un avis réellement dessus. Et sinon, c'est vrai qu'en fait, c'est beaucoup rattraper entre guillemets, des peu de retard que j'avais, ou parfois faire des rewatch, parce que c'est bien. Quand tu as la tête embrumée, tu dis je veux pas regarder quelque chose de nouveau, donc je regarde des trucs que je connais. Et je les re-regarde en boucle. Voilà, tel un malade mental. Non, bref. Non. Voilà, mais non, là, c'est niveau actu de mon côté. Mais dans cette actu-là, il y avait aussi justement Night Court. Et donc, merci Élodie justement d'avoir précisé ça, parce que je l'aurais bien proposé, mais comme je sais qu'ici on n'est pas forcément globalement très comédie, bon, à part ma personne qui est très très comédie, je me suis dit, je vais pas vous imposer ça. Je suis offensé, je suis très comédie, Fred. Non, je dis globalement. Tu es l'exception. Je pleure. Mais toi justement, je savais que en plus de ça, tu as commencé la série originale, voilà, parce que c'est compliqué à retrouver les épisodes et à regarder, hein. Bon, quand on veut, on peut, n'est-ce pas?
Et donc voilà, c'est sorti donc le 17 janvier 2023, Night Court donc sur NBC. Voilà, donc ça c'est c'est considéré comme un revival suite de la série de 84 où on va retrouver entre autres Melissa Roach, India de Beaufort, Kapil Talwalkar, Lacreta et celui que j'aime beaucoup, John Larroquette. Voilà. Et donc Melissa Roach. Un homme qui ne mâche pas ses mots. Non, effectivement, pas du tout. Et qui ne sera pas mort en heurtant un iceberg. Et il ne raconte pas des salades. Tout à fait. Non. Et donc Melissa Roach, qu'on avait pu découvrir peut-être, en tout cas dans The Big Bang Theory. Et ça fait plaisir de l'entendre avec une voix autre que celle de Bernadette. Parce que quand tu sais que c'est pas sa voix, tu dis, ce serait bien de pouvoir l'entendre un peu plus. Et moi, je comprends pas, elle a pas de lunettes, ça me perturbe. Dès que je vois sa tête, je me dis, mais des lunettes, t'as des lunettes normalement. Mais tes lunettes, t'arrives pas à lire correctement. Comment tu fais pour lire? C'est pas possible. Et donc, la série, donc Night Court, donc c'était en 1984 qu'est arrivée la série originale avec Harry Anderson, John Larroquette, qui était déjà là aussi, Marky Post et Charles Robinson, pour ne citer que. Et donc, ça a duré 9 saisons. C'est ça. Donc, jusque 92. Et donc, là, on est quasiment à 40 ans du premier épisode de la saison, parce que c'était le 4 janvier 84. Et justement, puisqu'on est sur les diffusions, pas diffusions, je tiens à préciser que j'avais été vérifier ça. Je sais pas ce qui s'est, enfin, je sais pas dans le cas de la Belgique si la série a déjà été diffusée, mais il y a eu la diffusion de une seule saison en fait en France. C'était sur TF1 puis Série Club en fait. Donc la série est vraiment largement restée inédite. De mémoire, c'était pareil qu'en Belgique. Franchement, pour le voir, fallait demander au tonton d'Amérique, voilà. Globalement, moi je l'ai pas découvert, bien entendu, ni en 84 ni en 92. Je suis né en 83, donc c'était un peu compliqué. Voilà, j'ai découvert bien plus tard que ça. Et donc ça parle d'un juge aux techniques peu orthodoxe, on va dire ça comme ça, qui s'appelle donc Harold T. Stone, Harry T. Stone, joué par Harry Anderson, et toute la bande justement de cette cour de nuit, ce tribunal de nuit. Hein, ça n'a rien à voir avec celui de TF1, pour ceux qui se souviennent de tribunal de nuit sur TF1. Pas du tout. Non ? Ah, si tu veux rejoindre Kretschmann. Alors justement, je tiens à amender ça justement. Le titre français de la série qui a aussi été diffusé sur TF1 de Night Court, c'était Tribunal de nuit. Et la série qui passait très tard et qui faisait endormir les gens s'appelle juste Tribunal. Ah bon ? J'étais sûr que c'était Tribunal de nuit. Et ouais. Et justement, je viens d'aller voir ça et c'est effectivement Tribunal. En tout cas, Tribunal, si vous voulez voir des comédiens faire leur début, des comédiens français faire leur début ou des scènes un peu étranges, genre Jean-Luc Reichmann en loupard, voilà, c'était un peu spécial. Mais ça n'a rien à voir parce qu'ici, on est dans une comédie d'ensemble où justement, on reprend maintenant en 2023 la même idée, hein. Sauf que celle qui préside la nouvelle juge, c'est Abby Stone, qui n'est autre que la fille de Harry Stone, qui depuis décédé, tout comme son comédien. Oui. Voilà. Et donc, ça c'est un résumé, c'est une sitcom, on va dire relativement classique, mais qui aime l'humour. Un peu toon, un peu burlesque quand même par moment, et puis aussi sur les échanges entre les différents comédiens. Il y a que 2 épisodes qui ont été diffusés alors qu'on enregistre cet épisode du podcast, et donc on a vu, j'espère que tout le monde a fait ses devoirs, le pilote de 84 et les 2 premiers épisodes de la version de 2023. J'ai vu 4 épisodes puisque, fun fact, j'ai acheté les DVD des 3 premières saisons en novembre et j'en suis très content. Globalement, moi j'ai vu la série entière depuis. Ouais, one up. T'as vu 9 saisons, j'en ai vu que 4 épisodes. Voilà. Non, mais je veux dire, ici pour le podcast, le but c'était de voir ça.
Le devoir, c'était ça. Si t'as envie de faire du devoir en supplémentaire, c'est ton Ça prend problème. les ailes, quoi. Il y a Non, quand mais moi, même c'est mon côté 193 faillot, tu vois. Il y a quand même 193 épisodes. Je n'allais pas vous demander ça en une semaine. Parce que globalement, c'est quand? C'est jeudi que je vous l'ai demandé. C'est ça? Un truc comme ça. Ça doit être ça. Remonte, oui, Non, c'est non, ça. c'est mercdi, mercredi, parce que c'était au moment d'enregistrer avec, justement, avec Anna Caracé. Hop. Allez écouter le portrait en série. Alors, Cécile, Oui, c'est moi. est-ce que tu connaissais la série avant que l'on en parle ici? Alors, pas du tout. Et c'est même pire parce que après ces 3 épisodes visionnés, je n'ai toujours pas compris le principe d'un tribunal de nuit. Donc, c'est dire que je pars de très loin. Mais pourquoi il faut au tribunal la nuit? Je comprends pas. Voilà, Alors, Cécile, le concept me parle pas. est-ce que tu connais en France le principe des comparutions immédiates? Ouais, mais la nuit? Mais à New York, c'est ça, New York, oui. c'est arrestation et traduction en justice pour des choses assez urgentes. Voilà. Voilà, c'est pour ça Donc, qu'au début, t'as beaucoup de exhibitions, genre de choses comme ça, voilà, des trucs... Les affaires rapides, quoi. voilà. Ok. Ouais, non, moi, bêtement, je me dis, on les fout en mode garde à vue et ça attend le matin, quoi. Est-ce que vraiment on a besoin de faire ça la nuit, les gars? Ben écoute, Bah, sinon, ça fait Il faut double de croire. travail le matin. voilà. Et ça, on arrête trop de gens, en fait. C'est peut-être ça le problème. Ou peut-être il y a trop d'exhibes, je sais pas. Il y a trop il y a trop d'exhibs et de prostitution et de drogue. et le matin, il n'y a pas assez de croissants pour accueillir tous les accusés. Voilà. Donc, c'est vraiment une pénurie de croissants. Ok. Mais en dehors de ça, en dehors du principe du tribunal de nuit, Non, déjà, ça m'a perdu, du coup, parce que je me suis dit, ok, on doit être de nuit. Hein, d'accord. Et il y en a qui s'en plaignent aussi que c'est pas des horaires pour travailler. Mais non, ce que j'ai été étonnée du pilote original, c'est le nombre de personnes au générique, enfin le nombre d'acteurs mais ils sont combien dans ce sitcom? Parce qu'on a l'habitude des sitcoms où on te présente 5 ou 6 personnes dans le générique. Là, j'avais l'impression qu'ils étaient 10 voire plus. J'ai fait, mais ils sont combien? 12. 12. Ah, ça fait beaucoup, je trouve, pour Bah, pour une t'as le sitcom. juge, t'as la défense publique, t'as comment dire, Procureur. prosécuteur, mais comment ça s'appelle encore? Procureur. Le procureur, et puis après, t'as tous ceux qui tournent autour de Ouais, tout ça. Donc, le ça fait quand mec même de la déjà sécurité. beaucoup de monde. Ah oui. Ouais. Mais oui, mais du coup, j'étais étonnée de les voir tous. Au générique, ça fait comme voilà, c'était tous le cast principal. Mhm. J'avoue que la série originale, le revival, pareil, ça m'a pas fait extrêmement rire. Si, j'ai ri quand j'ai vu la tête de John la Roquette jeune. Ah oui, c'est sûr que ça fait un petit choc. Ça. Après, j'adore John la Roquette, je l'aime beaucoup. Après, pour moi, ce sera toujours le papa dans le 10e royaume, mais c'est une image particulière. Non, moi, le juge, donc dans la série originale, Harry Stones, est intéressant parce qu'il est vraiment, on sent qu'il est bizarre et ça se voit et tout le monde le dit. Mais c'est intéressant. Il y a quand même ça fait un gros décalage avec tous ces gens qui sont plutôt coincés quand même, surtout le personnage de John la Roquette. Donc je pense que ça peut être intéressant à suivre et ça fait des gags, comme tu disais, un peu clownesque, toon par moment. Mhm. Ce que je retrouve moins dans la nouvelle série, sa fille est plus sur le côté ultra positif et je veux faire le bien, mais il y a moins ce côté foufou, je trouve. Ouais. Elle s'y rattache parce que quand par exemple elle fouille dans les affaires de son père et tout, on trouve un peu ce côté bizarre, mais il y a moins cette folie qu'il pouvait avoir. Elle est plus posée. Clairement, elle fait plus sérieuse, plus réfléchie. Ouais. Par rapport à son père, franchement, son père, dans le pilote, on se dit, mais
il a eu sur son diplôme de juge dans une pochette surprise. Comment c'est possible? Parce que c'est même pas tant de il a été nommé là, mais comment t'as réussi à être juge? Mais c'est le propos du pilote, c'est le propos de la série même. Enfin, non, le propos du pilote, c'est comment il est arrivé là, comment il a été nommé là. Mais moi, je vais au-delà. Et tout le monde se le demande en fait. C'est le mystère du... Il le dit globalement. Il le dit comment? Oui, mais il a. C'est juste parce qu'en fait, il a eu un diplôme avant quand même. Il a eu son diplôme, mais personne d'autre n'a répondu. C'était le premier à répondre. Voilà. Et il se défend en disant que la preuve que je suis pas si mauvais, j'étais quand même sur la liste. Même si j'étais dernier de la liste, j'étais sur la liste. Donc il y a quelque chose, mais comment? Pourquoi? D'où sort cette personne? Il y a ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les épisodes suivants, en fait, approfondissent le fait que du coup, en fait, c'est un personnage totalement mystérieux pour le reste de l'équipe et tout, tu vois. Donc, en fait, il marche vraiment sur des œufs avec lui parce qu'ils ne le connaissent absolument pas. Il est imprévisible. Ils le comprennent pas, non, ça c'est clair. Il répond pas au code auquel ils ont l'habitude, et il répond même pas au code des humains de base à peu près. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, et voilà, on est en vue, la série est vue aussi la nouvelle, enfin le revival. Elle n'a pas, peut-être que c'est écrit comme ça, ou elle n'a pas encore ce côté imprévisible. Plutôt le côté ils sont tous blasés, ils ont pas envie d'être là, mais elle a envie de se battre pour. Ils ont un peu changé la dynamique, ce qui est pas inintéressant non plus, mais il faudra voir avec le temps. Mais c'est vrai que on est sur un rythme de comédie différent. C'est que voilà, là c'est pas elle qui va amener le côté burlesque, c'est plutôt les autres autour, quoi. Bon, les pigeons dans les toits, là, c'est pour ne citer que. Bref, voilà. Mais en soi, tu as apprécié, oui, plus, Bof, dans le sens où j'ai pas encore trouvé les personnages très attachants, mais peut-être parce que justement il y en a trop, donc t'as pas le temps de t'attacher et de trouver. Enfin, j'aurais préféré qu'on nous les présente peut-être plus graduellement. C'est vrai que, sur le premier épisode, le pilote de la série originale, j'ai trouvé ça compliqué de m'attacher au personnage, à part le juge, parce que tu passes trop vite dessus, quoi. Et dans la nouvelle série, ça va un petit peu mieux, je trouve. Et puis surtout que on est censé déjà connaître le personnage de John LaRoquette. On comprend un peu, en ayant vu ne serait-ce que le pilote, on voit un peu d'où vient quand même l'héroïne. Donc ça, il y a un côté filiation qui permet déjà d'avoir une idée de qui elle est parce qu'on sait d'où elle vient. Donc ça fait moins de personnages à introduire, et au final ils sont quoi, 3-4 Ils sont 5 en fait. Voilà, de base ils sont 5, voilà, et puis t'en as d'autres qui vont bouger un peu, mais voilà, il y aura peut-être plus de turnover, mais on part quand même sur un cast plus restreint, on est plus sur une sitcom où on a l'habitude. Après, ce qui m'a manqué, c'est j'ai pas retenu spécialement de blagues qui m'ont fait rire, j'avoue. D'accord, ok, très bien. Élodie? Moi non plus, je connaissais pas du tout la série. Avant que ce soit annoncé, que la suite soit annoncée, je savais même pas de quoi ça parlait. Enfin voilà, inconnu au bataillon. Et donc quand j'ai regardé l'original, et ben moi qui aime pas les sitcoms et qui est pas trop comédie, en vrai, le tribunal de nuit, j'ai bien aimé. Je regarderai pas tout évidemment, mais je trouve que c'est un pilote qui fonctionne bien parce que certes, comme tu disais Cécile, il y a beaucoup de personnages, mais je trouve qu'ils sont bien présentés. C'est assez fluide. Ils ont tous une raison d'être là. Ils sont tous caractérisés, ils sont bien caractérisés. Après, il y a pas de profondeur dans les personnages, mais leur caractérisation est bien posée par le pilote. Le pilote, c'est clair. Et je trouve que tout de suite, il y a une dynamique entre les personnages qui fonctionne bien. On sent vraiment que tous, ils s'amusent, en fait. Il y a une bonne dynamique entre eux, il y a une très bonne relation, et on sent que ça mérite d'être développé, et qu'on a des personnages qui vont, avec le temps, s'approfondir et devenir de plus en plus intéressants. Il y a quelques fois où j'ai bien rigolé, en vrai. C'est un peu foufou, c'est un peu comme regarder un théâtre de boulevard, ça rentre et ça sort à toute vitesse, c'est hyper rythmé. Et vraiment, je me suis pas ennuyée devant le premier épisode.
Je trouve que ça fonctionne très bien. En revanche, pour la suite, pour Night Court, j'ai vraiment pas aimé. Et j'ai regardé que le premier épisode, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé le deuxième. Parce que vraiment, je me suis fait chier. Je trouvais que... En fait, j'ai enchaîné les deux. Et du coup, le gap en était encore plus grand parce que j'avais vraiment l'impression de retrouver tous les écueils de ce qu'on fait en ce moment. C'est que, comme vous disiez, en fait, dans la série originale, le personnage du juge, il est quand même assez original, il est assez fou, imprévisible, tout ça. Et là, en fait, le personnage de Melissa Roach, elle est comme tous les personnages de cette espèce de thématique de série en ce moment où c'est en fait on a un personnage qui est au milieu d'autres personnages complètement blasés, mais lui il a vraiment une vocation et il veut faire le bien autour de lui et tout ça, et en fait c'est hyper vu et revu, et tout le monde fait ça en ce moment, donc ça a tendance à un peu me saouler un peu, quoi, ça m'ennuie, et je trouvais que c'est pas trop la récréation pour toi ni le parc. c'est ça. Et je trouvais qu'en fait, les personnages, ils étaient beaucoup plus plats et beaucoup moins intéressants. Ils étaient, en fait, certes, ils sont très caractérisés mais surtout par leur métier. Mais après, il n'y a aucun charisme, quoi. À part John Larroquette, qui, franchement, était le seul point positif que j'ai trouvé. En fait... moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé. Moi elle me fait rire. Je trouve que les acteurs sont bons, mais on leur sert pas de quoi être brillants, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça hyper laborieux, quoi. Ça m'a pas très intéressé, quoi. Ok, donc on a un moyen, on a plutôt un bof. Voilà. Florian. Ben moi je suis comme qui dirait conquis, voilà. Standard. C'est-à-dire. Vas-y, donc t'es conquis. Mais maintenant, je sais que tu adores, quoi. Et bah oui, de toute façon. Voilà. On fait partie de l'équipe de conquis. De toute façon, voilà, autant par l'original que par le nouveau, dans lequel je vois un truc qui peut être vraiment, vraiment très, très bon, quoi. Et ben, j'ai préféré l'original au remake, en fait. Oui, et j'ai des raisons. Mais le truc, c'est que j'ai des raisons très, très spécifiques. Et c'est vraiment la vision des deux versions côte à côte qui m'a vraiment fait réaliser ça. Le gros truc, donc en fait, j'étais pareil que Elodie et Cécile et tout ça, c'est-à-dire qu'avant d'acheter les DVD il y a 2 mois, donc pour la petite histoire, je me suis fait un kiff en achetant les 3 premières saisons de Night Court en DVD Zone 1, qui ont des sous-titres français, et les sous-titres français sont bons, ce qui est assez rare pour être signalé. Et j'ai acheté l'intégrale de Voilà Just Shoot Me, qui lui n'a absolument pas ni de sous-titres anglais ni de sous-titres français, donc en fait ce que je voulais j'étais aussi très très curieux parce que je connaissais juste la série de réputation, en fait, avec justement le fait que ça ait fait 9 saisons, que ça ait fait partie de vraiment de la tradition de la Must See TV, avec Cheers, avec la fin de MASH, puisque ça s'est terminé en 82-83, et en fait le gros défaut pour moi, c'est que c'est tourné en vidéo, donc vraiment c'est un aspect craspec. Je devrais passer outre, mais franchement c'est quand même un tout petit peu chaud à regarder par moment. Mais ce étant dit, en fait, j'ai eu la chance comme j'avais le DVD, d'écouter le commentaire du pilote du créateur, enfin le commentaire du créateur sur le pilote, et j'ai appris pas mal de choses, et c'est là où on voit que le type est vraiment un vieux routier de la comédie, et il a vraiment, et donc il explique que même en 22-23 minutes, alors avant que j'oublie, il y a un Scott qui m'a fait mourir de rire, en fait, c'est-à-dire que il y avait donc la scène scène de toute fin du pilote, en fait, un cadre de la Warner, en fait, qui venait de tester le pilote avec les audiences, lui a montré la courbe la courbe, en fait, des audiences, et donc la dernière réplique de Harry, en fait, a déclenché un gros rire, mais avant il y avait une courbe ascendante, en fait, où en fait Harry expliquait le contexte avant de déclencher le rire. Et le cadre de la Warner, il explique que le cadre de la Warner voulait qu'on coupe le contexte, en fait, pour arriver plus rapidement au rire et tout. Et il a fait non, j'ai dit non, et en fait on en est resté là. Et il termine son commentaire, qui est le seul bonus commentaire, en disant: de
de toute manière, les studios et les networks, ça apporte très peu au produit final. Il termine sur ça. Et à part ça, en fait, c'est le contexte, en fait, c'est que déjà il explique le fait que chaque intrigue, en fait, doit vraiment avoir un certain message ou doit avoir une certaine thème dans les cas qui sont abordés. Mhm. Et le gros défaut que j'ai avec la deuxième version de Night Court, la nouvelle version, c'est que je ne sais pas où sont passés les cas qui sont étudiés par la fille, par Abby Stone, mais en fait, après 2 épisodes, je me disais, en fait, c'est une comédie interrelationnelle où en fait on se fout des cas qui sont abordés parce que c'est juste un prétexte pour les personnages de faire en sorte que. Et en l'occurrence, la série originale, ça n'est pas du tout ça. Enfin, c'est il y a une moitié d'interrelationnel et qui se développe, mais c'est vraiment aussi axé sur les cas avec les guest stars, avec tout ce genre de choses. Donc ça, je trouve que c'est un tout petit peu un défaut parce qu'on perd vraiment on perd vraiment en fait ce qui fait un tout petit peu le sel de la série. J'ai réalisé à quel point avec le personnage et avec la caractérisation de Harry Stone, j'ai réalisé à quel point ça a marqué au fer rouge David E. Kelly, parce que en rétrospect, en fait, toutes les scènes, enfin, tout The Practice, toutes les scènes toutes les scènes de Ali McBeal avec des juges un tout petit peu farfelus, en fait, toutes les juges farfelus de David E. Kelly, en fait, trouvent leur origine dans Harry Stone, en fait, de Night Court, ce que je n'avais absolument pas conscience. Et j'ai aussi l'impression de dire que David E. Kelly c'est devenu tellement un trope en fait au fur et à mesure des saisons de Practice et Boston Legal que je me disais peut-être il aurait fait mieux de pas s'en inspirer à ce point-là. Mais c'est là où je vois que voilà, le juge comique excentrique avec des tocs et avec des décisions vraiment au machin, je pense que David E. Kelly a eu l'idée de remettre ça à toutes les sauces parce qu'il a vu ça marcher pendant 9 saisons dans Night Court. Donc ça, en tant que sériephile, je trouve ça super intéressant. Mm-hmm. Après, je préfère largement au niveau des personnages secondaires, c'est assez kiff bourricot, mais je préfère quand même ceux de la série originale. En fait, il y a donc Bull, en fait, le personnage de Bull, la physicalité de Bull me fait mourir de rire. Ça m'a énormément fait rire en fait parce que j'avais absolument pas remarqué, mais le créateur de la série a dit: on a sans doute la comédie avec les comédiens les plus grands de tous les temps. Donc John LaRoquette et une perche, Harry Anderson qui joue Harry Stone et une perche. Ouais. Et donc et donc ils donnaient les tailles des mecs et tout ça. Je disais bon en fait voilà. Et ce qui est intéressant avec le personnage de Abby Stone, c'est que elle a une caractéristique vraiment à la Leslie Knope. Mais ce qui fonctionne, c'est que je trouve que Melissa Roche, après 12 saisons de Big Bang Theory, c'est devenu une snipeuse en fait qui a vraiment, c'est vraiment une comédienne de sitcom née qui du coup pourrait porter, on va dire, toute la série sur les épaules rien qu'en faisant des soliloques. Et je pense que du coup c'est ça, ce qui m'a un tout petit peu rassuré, c'est que donc il y avait Melissa Roche. À la réalisation, il y a Pamela Fryman, donc qui a fait énormément de réalisations sur les comédies et a été productrice exécutive sur How I Met Your Mother. Et c'est là où on voit que il y a beaucoup de réflexes de sitcom, mais pour moi, le remake a marché justement parce qu'on se repose sur ça. On se repose sur le talent pur de Roche, l'interaction avec la Roquette, les quelques vannes en fait qui sont insérées par personnage. Pour moi, c'est des ingrédients qui sont et en fait, j'ai pas trouvé ça poussif. C'est ça qui était très important, c'est que j'ai même si du coup la série m'a un peu déçu dans le fait où elle aborde un tout petit peu le comeback de Dan Fielding en fait qui va devoir aider un tout petit peu par pitié cette juge pour un tout petit peu l'accompagner dans les cas et dans la vie quotidienne de son tribunal. Mais et donc le cœur de la série, c'est vraiment ça. Donc, ce qui est vraiment différent de la série originale, en fait, où du coup, c'était un tout petit peu le Harry Stone Show et les gens qui essaient de se démerder pour savoir comment
comment faire avec, cas par cas. C'est clair. Et ce qui est... et je pense que les deux fonctionnent, mais dans des registres très différents. Et honnêtement, je pense que je désespère pas à un certain moment, peut-être en saison 2 ou saison 3, de voir le remake un tout petit peu plus fidèle à l'original et vraiment essayer de traiter des affaires de tribunal aussi banales soient-elles, quoi. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que qu'on laissait tout le côté judiciaire à la trappe. Ouais, j'espère en tout cas que ça va pas mettre autant de temps non plus. Après, je sais plus quelle est la commande, de combien d'épisodes est la commande. Logiquement, il y en a 13. C'est mid-season, donc... Voilà, donc il va falloir jouer avec ça, mais moi de mon côté, bon voilà, Night Court, ça fait partie de mes comédies cultes. C'est vrai que c'est l'époque bénie entre voilà, c'est la fin de MASH d'ailleurs. Le créateur de la série original Night Court était scénariste sur MASH, entre autres. Ouais. C'est vraiment l'époque bénie où t'avais comme tu disais le Cheers, puis un peu plus tard il y a eu Seinfeld, tout ça. C'est vraiment le NBC pendant bien presque 20 ans en fait, où ils étaient sur un dauphin doré de comédie, quoi, et on pouvait pas les arrêter. Bon, après ils sont pris un mur et ça a fait mal. Mais j'ai retrouvé dans cette... Donc ils ont eu le seal of approval pendant 9 saisons. C'est ça, le seal of approval, là, avec Kiss from a Rose et tout ça. Bref, là, ici, j'ai retrouvé, ce que j'aime dans les sitcoms. C'est qu'on va te faire des blagues, il y a des choses qui vont passer, d'autres qui vont pas passer, mais on va pas non plus essayer de te... comme j'en parlerai dans un autre truc après, on va pas essayer comme tu disais, de te pousser la blague, c'est pas poussif, c'est peut-être un peu gentillet, c'est peut-être un peu timide encore maintenant, mais j'ai eu des gags, à certains moments, je me suis dit, il y a derrière des gars qui savent écrire. Il y a des gars qui savent le rythme de la comédie. Après, cette différence entre Harry Anderson, qui était dans le côté incontrôlable, on savait pas vraiment comment il allait travailler, et les autres qui tournent autour essaient de faire avec. Ici, on a le personnage de Abby qui est gentil, tout ça, mais je sens que derrière ça cache quelque chose quand même. Elle veut faire le bien, et puis t'as Dan Fielding, donc joué par John Larroquette, qui lui est le vieux un peu bougon, mais qui est finalement un peu attendri par Abby par rapport à son passé. Puis t'as les autres qui sont peut-être un peu en retrait pour l'instant, mais qui ont quelque chose aussi à montrer. Et moi je reste sur non, c'est pas la greffière, si. Comment on dit en français, le personnage de la Créta là, qui était. C'est pas la greffière, ça va être. Je sais plus. C'est l'officier. Enfin, je pense que c'est la sécurité. Ouais, la sécurité. Ouais. Ouais, c'est la sécurité, mais déjà son personnage, moi, me fait rire. Sa façon, sa présence et sa façon de jouer me faisait rire. Le côté où elle a essayé de répéter plusieurs fois le nom dans le premier épisode et qu'elle y arrive pas, c'était tout con, mais ça a marché sur moi. Vraiment, je suis. Il y a plein de trucs comme ça, le truc des pigeons, l'homme à tout faire, qui m'a fait rire, qui faisait un clin d'œil aussi à la série originale et avec un personnage un peu différent, mais qui, je pense, elle va être là pour une caution comique un peu à part. Ça marche bien, ça marche vraiment bien sur moi, et c'est. Donc tu penses que il va partir, enfin le personnage du concierge, ça va partir en délire janitor de Scrubs, ou c'est autre chose? J'ai l'impression, mais que toi, il sera toujours là un peu en fond, quoi. Ou en tout cas en réaction un peu cynique comme ça de temps en temps, et la petite réaction quand elle ramène des trucs à bouffer, et puis l'autre il le regarde, non, donnez pas ça maintenant, alors que je suis en train d'essayer de faire bouger les pigeons. Moi ça m'a fait beaucoup rire. Le seul truc vraiment qui moi m'a déçu, mais c'est parce que je l'ai tellement dans l'oreille, c'est le générique. Le générique original, c'est du saxophone, c'est le truc très années 80, tu peux pas mieux, voilà, c'est typique. Désolé de te corriger, c'est de la clarinette. Moi aussi j'avais fait l'erreur, mais en fait c'est de la clarinette. Ah, c'est en tout cas sur le site du gars, c'est sûr que c'est du sax. C'est renseigné comme du sax.
Après, c'est un bois. Voilà. Donc, mais globalement, de toute façon, c'est un générique qui marche très bien, qui fait années 80, mais je pense qu'il aurait pu fonctionner encore aujourd'hui sans rajouter une guitare qui, finalement, le rend plus vieillot que celui de 84. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec la guitare derrière, surtout que c'est une guitare, à tous les coups, c'est du synthé. Le générique, voilà, on a le thème, mais il y a un truc qui va pas. Après, j'adore les sitcoms, et heureusement, on n'a pas autant de personnages, et on n'a pas non plus les images arrêtées sur les noms des personnages qui font des sourires, ou qui font un petit truc, machin. Parce que le générique reste, enfin, le générique 2023 reste quand même cheap, avec le truc de John Rocket en limite en 2D, en train de machin, en c'était... fait, tu sais comment je l'ai vu comme une version cheap et étudiante ils ont essayé de refaire Brooklyn Nine-Nine avec la guitare, avec les trucs un peu comme ça, et je dis, il y a un truc qui va pas, en fait. Alors que juste le thème en quelques secondes, avec juste le texte et quelques images, pas forcément les personnages, et ça marchait très bien. Mais franchement, si le problème c'est que ça, moi tout ce que je demande, c'est qu'à ce que la série se développe et aille chercher, comme dans l'original, le côté affaires qui permettent de faire passer des messages aussi, d'être un peu dans son époque. Là, on sent que on teste à l'eau pour peut-être aller plus loin, mais après, peut-être que je me tromperai, qu'au bout des 13 épisodes, je vous dirais, finalement, ça va pas chercher plus loin. Mais j'ai un espoir, un très gros espoir, et puis je suis très content, mais vraiment très content pour NBC, pour ce projet-là, que les chiffres d'audience ont été aussi bons. Mais vraiment, ça fait c'est très un carton longtemps. plein, ouais. C'est vraiment un carton plein. Et ça fait des années que ça n'a plus été comme ça. Donc, surtout que là, c'est sur NBC, hein, c'est pas Peacock. Hein. Mais justement, c'est intéressant que t'en parles. Justement, j'y réfléchissais quand je voyais le remake. Et en fait, quand on y pense un peu, ça tombe sous le sens. Les gens qui ont grandi avec Night Court savent qu'il y a John LaRoquette qui retrouve, enfin, sur le papier, un format qu'ils savent le principe de Night Court. Donc, c'est peut-être quelque chose, soit qui leur manquait, et au pire, il y a toujours John LaRoquette qui assure. Et Melissa Roach, les fans de Big Bang Theory, qui sont littéralement des millions, vont aller voir son retour à la télévision vraiment régulière, en fait, avec ça. Donc il y a ce principe de vraiment 2 générations de fans de sitcom, en fait, ou de séries-files, qui sont un tout petit peu plus broad, en fait, qui vont pouvoir se brancher sur ça. Et quelque part, j'ai envie de dire que voilà, Night Court, sur CBS, ça aurait encore plus cartonné, quoi. C'est un truc qui peut être vendu aussi parfaitement sur CBS. Ouais, mais effectivement. Après, c'est tout bénef pour NBC qui en a bien besoin, notamment niveau comédie, parce que ça fait quand même super longtemps que niveau comédie ils galèrent. CBS est un peu trop au-dessus de tout le monde avec leur comédie à la chaîne, qui se ressemblent toutes finalement. Et là, en tant que fan de sitcom, moi j'étais content parce qu'il y avait un côté, on a compris un peu le terreau originel, on a essayé de faire quelque chose de relativement moderne, mais tout en restant dans une construction classique, comme je sais pas si vous vous souvenez de Superior Donuts. Oui. Oh, oui. Superior Donuts, dans sa construction, c'est une sitcom tout à fait classique. Il n'y a pas plus classique que ça. Mais ils arrivaient quand même à aller chercher des trucs derrière qui la modernisaient. Et donc c'est en ça que je crois en Night Court, c'est d'avoir un truc un peu dans ce genre-là, quoi. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce format-là, en tout cas. Ça faisait bien plaisir. J'avais 2 choses à rajouter. Oui, voilà, c'est bon. On n'a pas parlé dans les personnages secondaires de India de Beaufort. India de Beaufort, en fait, au niveau de la... pas, donc, Ouais. Et en fait, elle, je la connaissais, mais vraiment parce que dans un tout petit coin de mon petit cerveau, je me suis souvenu qu'elle avait joué, il y a genre une petite quinzaine d'années, dans une espèce de parodie pré-Galavant
de série d'aventures un tout petit peu bas du front qui s'appelait Crodmandoon. Et du coup, ça m'a rappelé qu'il fallait que j'aille mater la série parce que je l'avais sauvegardée quelque part. Crodmandoon, oui. C'était le lead féminin. Ah, Et dans la manière de jouer, en fait, elle m'a rappelé Valencia de Crazy Ex-Girlfriend, en fait. Tu vois, je sais pas si c'est la ressemblance physique ou si c'était peut-être le côté, en fait, le côté pleine bagou, la manière qu'elle avait de s'imposer sur les séquences. Mais en fait, elle m'a beaucoup rappelé Valencia de Crazy Ex-Girlfriend. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à la fin du pilote, en fait, il y a une énième affaire, en fait, où un mec est amené pour exhibition publique, en fait, donc un pervers, et le nom de l'acteur s'appelle Tony Robinette. Voilà. Si, moi, elle me disait quelque chose, et là, je me rends compte que oui, elle a joué dans pas mal de trucs, et notamment, elle était dans One Day at a Time. Bah, c'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec son mari. Mais c'est vrai que Crodmandoon, ça c'est longtemps que j'avais plus entendu ce nom-là, quoi. En 2009, hein. Ouais. Putain, j'avais adoré, c'était tellement con, mais j'avais adoré ça. Enfin, on va voir si on peut pas voir le pilote, hein. Hein, si on peut le retrouver quelque part. Ah, mais le titre complet, c'est Crodmandoon and the Flaming Sword of Fire. C'est ça. Ça promet du rêve. Hein. Et très franchement, oui. Et puis c'est comment c'est c'est Sean Maguire qui joue le rôle principal, mais voilà. Ça ferait plaisir à Mathieu parce que je pense qu'il était dans Once Upon a Time. C'est Robin des Bois dans Once Upon a Time. Voilà. Mais bon, globalement, il joue toujours à peu près le même rôle. Si c'est pas joué, peut-être. Ah, pardon. Globalement, là-dedans, de mémoire, il était pas... Voilà, il faisait... Non, dans Once Upon a Time, il est ultra plat dans son jeu. Oui. Bon, de toute façon, ici, on va essayer de trouver ça. Allez, on va dire Crodmandoon pour dans 2 semaines. Allez. Vendu. Ça me fait plaisir de revoir ce truc-là. Putain, 2009, quoi. Bon, et voilà, donc vous aurez compris que... parfait. Que ici, sur 4 personnes, on a 2 personnes qui sont allez-y, et puis 2... Enfin, une, c'est... Bon, non, j'irai pas plus loin. Puis une autre qui est là... peut-être, quand j'aurai le temps... je sais pas, hein, si je me trompe, tu me le dis, hein, mais Cécile, mais... voilà, c'est si j'ai le temps, quoi, de regarder. Ouais, voilà. Et si on me dit que les 13 épisodes sont vraiment bien après. Oui, voilà, c'est ça. Si on me dit que vraiment il y a du niveau et que ça. Il y a un petit grain de folie qui s'ajoute, pourquoi pas. Après, parce que on est en manque de comédie, on en a pas beaucoup. Il y avait un truc qui fait que c'est un très très bon revival. Il y a un hommage à Golden Girls. Voilà, parce que c'est le seul truc qu'il a appris à peindre. Il peint Golden Girls. Ça, j'ai adoré. Je l'avais pas vu venir, j'ai beaucoup aimé également. Ah oui, putain. Enfin voilà, donc tu disais désolé. Non, mais oui, il faut qu'il rajoute un petit grain de folie, un petit quelque chose en plus, je pense. Mais on manque de comédie, donc moi je suis pour rajouter des comédies. Je dois en suivre 2 actuellement, donc c'est pas beaucoup. Des comédies, oui, bon, ça après, ça dépend de ce que tu veux, etc. Mais c'est vrai que des comédies qui restent des comédies qui vont pas chercher dans le côté drama, machin, un peu après. Et vraiment de la sitcom voilà. Moi, de base. Je suis très content. Il y a Grand Crew qui revient dans pas longtemps, alors que ça fait un moment que j'attends qu'il revienne. Donc, mais tu vois, ça fait partie des comédies qui sont pas une sitcom, mais qui font plaisir. Bref. On va passer aux recommandations ou non-recommandations, c'est selon. Et vu qu'on fait un petit comédie sitcom, revival, retour, That 90s Show, est-ce que je suis le seul à avoir regardé? Oui. Ok. J'ai trop peur. Alors, je vais être plus nuancé que ce que j'ai mis sur WhatsApp. Hein, je vais pas vous dire de courir dessus non plus, certes, mais pourquoi donc That 90s Show, qui est donc il considère ça comme une suite de That 70s Show, tout en oubliant qu'il y a eu That 80s Show sur Fox qui n'a eu qu'une saison, et puis voilà, et qui était une
petite catastrophe quand même, il faut bien l'avouer. Très franchement, That 90 Show, c'est voilà, Night Court, oui, on a une suite parce que on part d'un point, c'est la fille, on reprend, voilà. Là, globalement, on essaie de reprendre la formule qui a marché dans That 70 Show et on le transpose dans les années 90. Donc c'est vraiment pour moi, c'est un reboot. Parce qu'en plus de ça, on va chercher donc les parents, donc avec, moi j'étais content quand même de retrouver Kurtwood Smith et Deborah Joop dans les rôles de Kitty et Red Foreman. Mais c'est vraiment ça, on les reprend eux, on leur remet des adolescents et on recrée des problèmes entre des parents, ici grands-parents, et des adolescents. Voilà. Sur le papier, pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup aimé That 70 Show, qui était une série qui, voilà, je trouve très bonne. C'est pas la meilleure série du monde non plus, mais il y avait des punchlines, il y avait vraiment pas mal de choses. Ici, le pilote s'ouvre sur des clins d'œil dans tous les sens aux fans de That 70 Show, avec les différents comédiens, plus ou moins tous qui reviennent d'une certaine façon. Voilà, je ne vous pas tout vous divulgacher, mais sachez que ici, ça se passe en 95, donc à partir du 4 juillet, parce que c'est la fête nationale, où justement on a Eric Foreman qui revient chez ses parents pour fêter ça, avec avec sa fille qui a 15 ans. Donc je vous laisse faire le calcul niveau fin du That 70 Show et la naissance de la fille. C'est rapide. Ouais. Il y a un truc qui... Voilà. Les chiffres sont pas bons, là. Hein. Mais bon, à la limite, peu importe, voilà. Sa fille s'appelle Leia. Parce que, oui, Eric est fan de Star Wars, il l'est toujours dans les années 90. Enfin, moi, c'est mon chat que j'ai appelé Leia, hein, de la appeler sa fille Leia. Oui, bon, après, voilà. On va pas discuter de tout ça, mais oui, voilà, ça, voilà. C'est donc la fille de Eric et de Donna. Surprise, non, pas du tout, mais c'est pas grave. On part de ça où finalement la fille va rester pendant l'été chez les grands-parents parce que c'était prévu qu'elle aille avec son père dans un camp spatial. Elle n'a pas envie de ça, elle a envie de rester vivre sa vie d'adolescente. Et premier point, c'est que c'est pas parce qu'on fait une série qui se passe dans les années 90 qu'il faut te coller au visage toutes les 5 secondes et on a des références. Et regarde, j'ai cité un nom. T'as vu, j'ai cité ce nom-là. T'as vu cette chanteuse-là, cette série-là, ce machin, ce truc. Oui. That 70 Show ne le faisait pas. Eh bien, c'est précisément pour la raison pour laquelle je n'ai absolument aucune envie de voir une seule seconde de cette série. Non, mais après, toi, moi, ça me gêne. Parce que j'ai vécu dans les années 90. Et que, voilà, peut-être pour une plus jeune génération, ça passera pas trop, parce qu'en gros, ça va faire, c'est le truc un peu nostalgique, c'est de la nostalgie pour des gens qui n'ont pas vécu dedans, quoi. Un peu comme Stranger Things, c'est de la nostalgie pour les gens qui n'ont pas vécu dans les années 80. Ça, c'est la même construction, voilà. Ça, passons. Passons, pourquoi pas. Le souci aussi qu'il y a derrière, c'est que les adolescents qui sont et qui sont ici dans les 10 épisodes, j'ai mis quand même beaucoup d'épisodes à commencer à apprécier certains d'entre eux, à apprécier une dynamique qu'il y avait. J'étais très content par contre de la dynamique qu'il y avait avec Kitty et Red. Ça, pas de problème, j'ai retrouvé tout ce que je voulais là-dedans. Les clins d'œil sont sympas. Mais il y a un manque de punch, il y a un manque de punchline, il y a un manque d'écriture vraiment intelligente. Il y a des sketchs et des gags qui sont repris clairement d'épisodes de That 70 Show. Peut-être en clin d'œil. Je sais pas si vous avez vu That 70 Show. Il y a un épisode où ça parle de ils ont je sais plus s'ils avaient acheté ou trouvé un fût de bière. Et par contre, ils n'avaient pas la tireuse à bière qui allait avec. Mais je peux vous dire, on retrouve le gag de la tireuse à bière d'une autre façon. Mais
c'est bon. J'ai pas envie d'avoir une série qui me dit t'as vu That 70 Show? Et regarde, t'as vu ce que j'ai fait? C'est That 70 Show. Regarde lui, tu le connais lui? Ben oui, il était dans That 70 Show. Et une fois que tu enlèves ça de ta tête, bah t'as une sitcom façon Nickelodeon. C'est-à-dire que tous les adolescents, ils font comme dans les séries Nickelodeon, ça fait une dissonance avec la façon de jouer des grands-parents et des autres, et t'es le cul entre deux chaises tout le temps. Tout le temps. Puis ils vont te rechercher des gars que tu connaissais un peu, des techniques quand ils fument ensemble, voilà, ou qu'ils sont autour d'une table, voilà. Et ça, c'est drôle. Et il y a des moments où j'ai ri, il y a pas de problème, j'ai ri, mais je me dis que on a le problème des sitcoms Netflix. C'est que les sitcoms Netflix, c'est la sitcom comme sur Disney Channel, comme sur Nickelodeon, comme sur ABC Family aussi. Donc c'est pour les adolescents. Donc je suis plus public. Puis c'est que 10 épisodes. Donc t'as pas le temps non plus de mettre en place quelque chose, quoi. C'est t'as fini des épisodes, t'es là. Bah en fait finalement ça démarrait maintenant. Et puis alors il y a d'autres choses qui moi je me suis dit ça n'avait rien à faire. Enfin, je vais pas dire rien à faire là, mais ça colle pas avec l'époque non plus. Jamais, dans aucune série des années 90, et on l'a déjà dit, Friends et d'autres séries comme ça ont ces passages problématiques et voilà, c'est bon, on peut rien faire, c'est le contexte. Mais à aucun moment dans les années 90, t'aurais autant accepté, par exemple, il y a un personnage qui est asiatique, ouvertement gay. C'est très bien. Et voilà, c'est la diversité, etc. Mais j'ai l'impression que toi, ça colle pas avec l'image qu'ils ont voulu donner aussi des années 90. Tu vois, c'est comme si, je sais pas moi, dans les années 70, dans le That 70 Show des années 70, on t'aurait enlevé tout ce qui était raciste, sexiste, etc. Qu'on n'appuie pas dessus, parce que bon, ça pose problème, ok, mais qu'on fasse pas non plus le sens inverse. Il y a des moments comme ça, et même d'ailleurs ce personnage-là, à un moment donné, on voit clairement qu'il a une Apple Watch à son bras. Hein. Mais tout va bien. Et puis après. Ils ont mis une cover dessus pour montrer que c'était une espèce de Casio. Putain, mais tu vois que c'est une Apple Watch. Tu le vois tellement, quoi. et là, il y a des moments où ça m'a un peu sorti. Et ça m'emmerde que ça me sorte, en fait, parce que ça devrait pas me sortir non plus, le jeu. Voilà, c'est très bien, justement, qu'il y ait ce côté-là, qu'il y ait un personnage, on se demande si c'est pas la fille de Hyde, aussi. Elles sont, voilà, ils ont tous, en fait, comment dire, un côté, heureusement, je vais pas dire woke parce que c'est vraiment un terme dégueulasse, mais très très en fait avec l'époque actuelle et le fait d'être bien dans son époque, mais dans une époque qui n'était pas du tout comme ça. Alors est-ce qu'il faut, ça voilà, c'est question à tout le monde. Est-ce qu'il faut, quand on fait un film, une série ou quoi que ce soit dans les années 90, dans les années 80, les 70, est-ce qu'il faut coller avec les sujets problématiques aussi, ou est-ce qu'il faut les occulter, ou est-ce qu'il faut aussi partir dans l'autre sens, c'est-à-dire les laver entre guillemets, c'est-à-dire c'est limite du woke-washing, en fait. Mais après, d'ailleurs, That 70 Show l'a fait de manière plutôt maligne, mais sans occulter les problèmes, justement, il les mettait en avant, mais en mettant aussi en scène des personnages qui faisaient évoluer le débat, tu vois. Donc, t'arrivais à parler de sujets modernes en les remettant dans leur contexte et en leur disant, bah voilà, c'était comme ça avant, c'était pas une bonne chose, et voilà. C'était fait de manière plutôt maligne que... Effectivement, si ici là, ça ressemble plus à un anachronisme qu'autre chose, c'est dérangeant, quoi. C'est ça, c'est vraiment ce truc-là, c'est que et peut-être parce qu'ils appuient très fort sur le truc. Et regardez, on est dans les années 90. Tu vois, j'ai eu tout le long une dissonance d'époque, comme si c'était juste en fait des gens qui. Enfin, c'est ça le problème, c'est que je vois des gens qui jouent les années 90.
et pas qui me font croire aux années 90. Ouais, t'es arrivé au milieu d'une soirée déguisée, quoi. Ben un peu, ouais, c'est ça. Ah, je pense que le problème, c'est peut-être parce que les années 70, on n'y était pas, les années 90, on y était, donc tu te raccroches, tu compares peut-être plus facilement ce que tu connais, et du coup, t'as la dissonance de dire, quoi, c'était pas du tout comme ça. Je pense que c'est ça aussi, c'est clairement ça qui doit... Parce que les années 70, je les ai pas connus, j'étais pas né, voilà, mais ça. les 90, toi, je les ai bien connus, et non, c'était pas comme ça, c'était pas aussi simple, Enfin, après, tant mieux s'ils sont tous très ouverts, etc., voilà, mais même That 70 Show, il faisait passer des choses des années 70 sans trop appuyer non plus dessus. C'était dans un texte comme ça, c'était dans un dialogue, c'était en fond, c'était une musique qui passe. Après, Fez, c'était ultra raciste quand même. Oui, c'était ultra raciste, mais c'est aussi ce personnage-là qui a apporté... Oui, ça dénonce ce que ça montre. Après, That 70 Show, quand il est de l'époque aussi, il y a plein de moments problématiques aussi dedans. Mais est-ce qu'ils étaient problématiques parce que c'est l'écriture qui fait ça? Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient dépeindre des années 70? Tu vois, il y a toujours cette question-là, et c'est le problème avec les séries d'époque. Oh merde, on est vieux. Et en costume. Bah, mine de rien, c'était il y a 30 ans. Voilà. Quel est le bon équilibre, quoi? Et il y a des séries comme ça qui ne le trouvent pas, et That 90 Show n'arrive pas à trouver le bon équilibre. C'est d'autant plus que j'ai eu tout le long, même si ça m'a fait rire, si j'ai trouvé le personnage, justement, ce personnage-là de Ozzy, moi je l'ai trouvé très drôle. Je les ai trouvé... Il y a toujours, voilà, il y a le fils de Kelso qui est dedans, je le trouve sympa. Il y a juste le personnage de Andrea Anders, qui, voilà, on connaît l'actrice, Cherry Runk, qui putain, elle est c'est vraiment mal écrit. C'est une pochetronne, que son fils s'en occupe pas, machin, tout ça. C'est vraiment, il y avait un gros problème, mais ouais, tout le long, j'avais l'impression d'avoir repris That 70 Show, mais avec un coup de peinture années 90, et puis c'est tout, en fait. Voilà. Donc je suis... Donc en fait, t'as moins ri que Ripollin, quoi. Oui. Voilà. Mais ouais, non, c'est... J'arrive pas à vous la conseiller, et encore moins à vous la déconseiller totalement, parce que je suis convaincu qu'il y a des personnes qui vont y trouver leur plaisir, parce que justement, je suis sûr que ces personnes-là n'ont pas connu les années 90. Et je suis déçu que personne d'autre n'ait commencé à regarder. Mais voilà, si ça vous fait plaisir d'entendre toutes les 5 secondes, j'écoute Analyse for Reset, voilà, pourquoi pas. Bref. Je sais pas, peut-être avec une saison 2, ça décollera vraiment, il y aura un truc qui vont trouver un équilibre, mais là, sur une autre chaîne, enfin ici c'est sur Netflix, mais sur une autre chaîne, un autre service, ouais, peut-être j'aurais plus cru. Là, il y a une touche Netflix derrière que... Toi, maintenant, les sitcoms Netflix, elles ont une odeur de Netflix. Elles puent. Et en général, celles qui sont bonnes sur Netflix, elles sont pas produites par Netflix. Après, Netflix Originals. Hein. Après, tu t'aurais vu ça sur la Fox en 2023, il se serait fait atomiser, tu vois. Pourquoi il serait fait atomiser ? Parce que ça correspond pas à l'éditorial actuel de la... Non, mais sur CBS. De la Fox, tu vois. Sur CBS, totalement. Parce que, regarde, il y a The Goldbergs qui Goldberg, c'est ABC, ouais, mais oui, CBS, ouais. C'est ABC, mais ouais, là, ou ABC. Mais toi, ABC ou CBS. Mais Netflix, tu vois, il y a le goût Netflix derrière, quoi. Comme les The Big Show et autres. De temps en temps, il y en a une qui ressort un peu, mais les autres, c'est genre, c'est le même moule. Et là, vraiment, c'est... même s'il y a les producteurs, la productrice et le producteur de base derrière, je pense qu'ils ont juste donné leur nom, et puis voilà, quoi.
il manque de l'écriture, il manque des choses, et même si les personnages de base de That 70 Show n'étaient pas connus au moment où on les a vus, on les a découverts, il y avait du charisme. Et ici, la plupart, peut-être parce qu'ils sont dans l'ombre de la série, quoi. Voilà. Bref, je suis mi-figue, mi-raisin, comme dirait l'autre. Mais je serais curieux aussi de savoir, tout le monde, voilà, ceux qui nous écoutent, justement, d'avoir votre avis sur la série, mais aussi par rapport à voilà, comment on peut dépeindre une époque sans tomber dans les travers de l'époque et sans non plus tomber dans d'autres travers, quoi. Je me pose des questions là-dessus. Je suis pas très au clair. Voilà. Elodie. Oui. The Last Days of Ptolemy Gray. Oh, c'est bien prononcé. Hein. Ça m'arrange un peu que tu le prononces parce que moi, j'y arrive jamais. Donc, c'est un drame. Ptolemy Gray. Dans la série, il l'appelle Papa Gray, donc déjà, c'est plus facile à prononcer. Papa Gray ? Ouais, Papa Gray. C'est une série qui est disponible sur Apple TV+. Donc déjà, c'est disponible légalement. Et c'est une série qui est adaptée d'un roman de Walter Mosley, qui a créé lui-même la série. Donc, il a fait sa propre adaptation. Ça n'a rien à voir avec Ted. Ted Mosby, Papa Mosley. Non. Et donc, voilà, il s'est dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, il a fait sa propre adaptation. Et donc, de quoi ça parle ? Comme je disais, on suit Ptolemy Gray, qu'on appelle Papa Gray, qui est joué par Samuel L. Jackson. Et en fait, c'est un vieux monsieur sénile qui vit tout seul dans un appartement complètement encombré. Et il a peur de sortir de chez lui depuis qu'il s'est fait agresser par une espèce de crackhead qui en voulait à ses sous. Donc, il vit un peu reclus. Il a un neveu qui s'appelle Reggie, qui est joué par Omar Benson Miller. Et lui, c'est le bon neveu, quoi. C'est le bon fiston, quoi. Il prend soin de lui. Il vient le voir assez régulièrement. Il lui fait ses courses. Il lui rappelle de manger. Surtout des faillots. Il mange que des faillots. Et voilà, ils font un petit peu la conversation, tout ça, quoi. Et sauf qu'un jour, Reggie, il vient pas. Et pour cause, il s'est fait assassiner en pleine rue. Et du coup, c'est embêtant. Oui. Ce sont des choses qui arrivent, écoute. Ah, j'aime pas quand ça m'arrive, ça. Typical Sunday. Et en fait, du coup, ça va être Robin, qui est jouée par Dominique Fishback, qui est une adolescente plus ou moins adoptée par une partie de la famille. Ouais. Et en fait, elle a besoin d'un toit parce qu'elle s'est fait foutre dehors par alors je sais plus trop les relations de famille parce que c'est compliqué. La nièce de Papa Gray, un truc comme ça. Bref, elle s'est fait foutre dehors, elle a besoin d'un toit et donc elle va emménager avec Papa Gray. Elle va faire le ménage dans son appartement, elle va tout remettre en état. Et puis en faisant ça, elle va tomber sur un petit papier, puisque ce petit papier, avant de mourir, Reggie, il avait pris rendez-vous chez un médecin pour son oncle. Et ce médecin, il est joué par Walton Goggins et il a fait des recherches pour trouver un remède à la maladie d'Alzheimer. Et ils ont mis au point un espèce de sérum qui permet de retrouver complètement la mémoire, genre une meilleure mémoire que même quand on n'est pas malade. Waouh. Sauf qu'il y a un prix à payer pour ça, évidemment. C'est que l'effet ne dure que quelques semaines et à la fin, le patient est dans un pire état qu'avant l'injection. Donc, il propose à Ptolemy d'être son cobaye. Et même si Robin, elle est pas trop chaud patate pour le laisser faire parce que ça pue l'embrouille quand même. Bah oui. Et Ptolemy va accepter parce qu'il a 2 buts dans la vie à partir de ce moment-là. C'est déjà de trouver le meurtrier de Reggie et de le punir tant qu'à faire. Et puis, il y a une autre histoire, c'est qu'il veut retrouver son trésor perdu que son vieil ami Coy Dog lui a donné quand il était petit. Et voilà, il a des rêves depuis de Coy Dog qui essaye de lui faire passer un message pour lui essayer de lui rappeler où est-ce qu'il a caché le trésor. Donc voilà, on part à la chasse quoi. Donc on va retracer toute la vie de Ptolemy en partant des plantations de coton où il est né. On va parler de l'histoire de ce fameux trésor, on va parler de sa fuite, de la rencontre qu'il a fait avec sa femme, de la mort de sa femme qui est morte d'un cancer et de comment sa famille actuelle tente de profiter de lui et de sa sénilité. On va aussi le voir vivre sa vie pleinement maintenant qu'il sait qu'il a une date de péremption en fait.
Donc il va vivre sa meilleure vie. Et c'est une série que j'ai beaucoup aimée parce que c'est à la fois une espèce de fable avec ses visions qui le guident vers le trésor et toute l'histoire qu'il y a autour. Et en même temps, c'est une histoire très tragique qui parle de l'esclavagisme, qui parle de racisme aux États-Unis, qui parle de pauvreté et qui parle tout bêtement aussi de la solitude des personnes âgées. Et puis c'est une série qui est très tragique tout simplement parce qu'on sait que ça va mal finir. On nous le dit dès le premier épisode que à la fin il va être pire. Donc on espère juste qu'il va arriver à remplir ses 2 missions dans le temps qui lui est imparti. Et voilà. Et en sachant que on va chialer à la fin, hein, clairement. Mais il y a un côté aussi très touchant avec la relation qu'il a avec Robin et avec l'histoire qu'il a avec sa femme, quoi. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attention dans cette série. On sent que c'est des personnages qui, bon, pas tous, hein, mais les gentils dans l'histoire, il y a beaucoup ils prennent soin gentils des uns des autres. Et ils sont méchants. Ils s'emmènent. Hein. Et non, il y a beaucoup. C'est Michel Fugain à nouveau. Le retour. Ils sont les méchants. Et c'est un superbe rôle pour Samuel Jackson qui vraiment ne fait que se métamorphoser dans la série parce que il est très touchant. Il est parfois très drôle parce qu'il a une répartie incroyable et il est toujours aussi charismatique. À un moment donné, il pète un câble, il prend un flingue. Bitch. C'est un peu l'idée parfois, c'est un peu ça. En restant, il a toujours ce petit parce que ils lui ont fait une tête de papy, donc il a ce petit côté un peu. Oui, il a quand même 91 ans dans l'histoire. C'est ça. Mais il a déjà eu la tête de papy dans. Attends, non, Black Snake Moon, en fait, il était vieux, mais il était un tout petit peu moins vieux. Dans Django Unchained, par contre. C'est vrai. Une tête de vieux. C'est vrai. Mais là, il a vraiment un côté touchant. Il fait presque papy gâteau jusqu'à temps qu'il t'envoie te faire foutre, en fait. Donc c'est vraiment un rôle qui doit pas être facile parce que c'est un personnage qui passe de la sénilité à la raison. Il est très espiègle et puis finalement il finit dans la folie totale. Donc c'est une série qui a que 6 épisodes, hein, donc c'est assez rapide. Après, si je dois trouver un point négatif à la série, c'est quand même la conclusion, le dernier épisode. Je vais pas vous spoiler. Mais dans la partie de l'histoire autour du meurtre de Reggie, je trouve que en fait ce côté-là de l'histoire, il est pas vraiment exploré et ça sert juste de gimmick pour conclure la série. C'est vraiment le dernier épisode, il raconte pas grand-chose en fait, c'est juste fallait finir. Donc voici une fin. On a bouclé le truc, voilà, mais faites ce que vous voulez avec. Voilà, donc c'est un peu dommage. Mais après voilà, c'est 6 épisodes de 52 minutes. C'est une mini-série, il y aura pas de suite, ça se conclut à la fin quand même. Donc, écoutez, regardez-la et préparez les mouchoirs. Ok, très bien. Et moi, ce qui me fait drôle, c'est de voir justement côte à côte, quand tu regardes l'affiche de la série, c'est donc Homer Benson, Miller et Walton Goggins qui sont côte à côte, alors que ils étaient dans The Unicorn tous les deux aussi. C'est pas du tout le même style. Hein. Ah non. Là, Walton Goggins, dans la série, il l'appelle Satan. Oui, mais après, tu vois, un médecin qui ressemble à Walton Goggins, je lui fais pas confiance, je suis désolé, mais... Puis alors qu'en vrai, il est adorable. Hein. Je l'ai vu dans un film avec Mel Gibson, là. Il voulait le buter, hein, je vous rappelle. Voilà, c'est sa rédemption. Maintenant, il veut... le Père Noël, hein. Maintenant, il veut sauver le Père Noël et lui redonner sa mémoire. Si vous voulez savoir de quel film Frédéric parle, allez écouter le Face B de Noël. Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'est sur Apple TV+, donc les derniers jours de Ptolemy Gray. Je voulais rajouter que c'est, Elodie n'a pas précisé, mais j'ai une des grosses raisons pour laquelle je voulais regarder la série, et je l'ai pas fait, c'était Ramin Barani, et Ramin Barani c'est un réalisateur extrêmement talentueux qui a fait une nouvelle adaptation en téléfilm de Fahrenheit 451 avec Michael Shannon et Michael B. Jordan, qui avait été sélectionné à Cannes et qui a été diffusé sur OCS. Et un tout petit peu avant ça, il avait fait 99 Homes, qui a eu un prix à Deauville et qui est sorti qui est jamais sorti en salle. Et vraiment, Ramin Barani, c'est une des rares personnes probablement la seule personne, le seul artiste que j'ai réussi à avoir 2 fois en interview, et c'est un type absolument passionnant,
à écouter, très très intelligent, très disert. Donc si vous avez kiffé Ptolémicry, il a probablement fait de la presse et de la promo autour du truc, mais je pense que ce qu'il a à dire autour de ce projet-là vaut le coup, parce que c'est vraiment un type vraiment, c'est un réalisateur vraiment très très passionnant. Moi je pense qu'un jour il aura vraiment un film dans la course aux Oscars ou une série primée, tout ça, parce que le type a vraiment ce type de talent-là, quoi. D'accord, très bien. Alors, je te laisse la parole, Florian, avec... Je garde la main. Tu gardes la main avec L'île de Forme. Qui est également sur Apple TV+. Voilà, en plus. Voilà, What are the odds? Et non, et oui. Oui. C'est un style très très différent, puisque c'est une énième série d'animation maison de Apple TV+, dont les 8 épisodes sont sortis vendredi dernier. Ouais. Et c'est adapté, je ne le savais pas, d'une série de bouquins qui a été, et donc du coup ce sont les auteurs du livre qui s'appellent Mac Barnett et John Klassen qui ont également co-créé la série. C'est une série en stop motion en fait, donc avec des personnages, avec donc de l'animation l'animation vraiment en dur, avec un tout petit peu de l'aide, je pense, que de quelques effets spéciaux. Donc ça a un côté très très hardman. Donc les 8 épisodes sont divisés en 2 segments, et je recommande beaucoup. Désolé. Oui, voilà, j'ai eu un brain freeze. Je recommande la série en VOSTF, tout simplement parce que les voix originales, donc la narratrice n'est autre que Shirley de Community, Yvette Nicole Brown. Donc si vous regardez la série, vous pouvez également le faire comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire le voir comme un spin-off non officiel de Community, en fait, avec Shirley qui commente ça. Voilà. Donc c'est 3 formes en fait qui sont 3 amis et qui vivent sur une île. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'île des formes. C'est le principe est extrêmement simple, et les voix. Donc il y a Scott Adsit qui joue le triangle, il y a Gideon Adlon qui joue le cercle, qui est la fille de Pamela Adlon également, et le carré est joué par Harvey Guillen de What We Do in the Shadows. Donc c'est vraiment un casting vocal vraiment qui vaut le détour, mais vraiment, enfin, juste pour Yvette Nicole Brown qui narre les épisodes, je pense que ça vous va largement le coup. Et la raison pour laquelle je la recommande, c'est parce que dans la plus pure style de l'ensemble des séries animées de Apple TV+ jusqu'à présent, c'est que il y a un côté très très old school et très conservateur dans l'approche de l'animation. Donc clairement, c'est pas une série qui va forcément vous en mettre plein la vue. Donc c'est même une série un tout petit peu austère. C'est une série qui est que je trouve au rendu que je trouve absolument magnifique, même si voilà, c'est juste trois formes façon monolithe de Million l'Odyssée de l'espace qui parlent avec juste des yeux et une bouche. Donc c'est très innocent, et c'est très vraiment lofi. Mais ce qu'ils arrivent à en faire, je trouve ça très mignon, très croquignolé. C'est vraiment un gros remède anti-anxiété, un gros remède vraiment de détente, et donc il y a une approche très très old school, et c'est vraiment ce dessin animé là, c'est quelque chose que j'aurais très bien pu voir dans les années 50-60 avec les productions Rankin Bass, etc. Le travail sur la musique est assez exceptionnel. Et les histoires sont vraiment toutes simples en fait. Donc il y a un segment en fait avec Carré en fait qui sort et qui va et qui voit qu'il y a un bananier qui est juste en dehors de sa cabane, et il va choper 2 bananes en fait, et il va les amener à ses 2 potes, et en gros et donc à triangle et cercle, et tout le truc. Tout le principe de l'épisode, c'est que les 2 ils disent merci, mais ils ne veulent pas partager la banane avec le carré, et donc du coup le carré ça commence à l'emmerder, et il pète un câble. Et en fait il y a beaucoup de choses en fait qui tournent sur un tout petit peu les difficultés de communication, les espèces de quiproquos, les espèces d'accroches de communication qu'on peut avoir dans la vie. Donc il y a un côté un tout petit peu parabole, et un tout petit peu
leçon de vie, mais qui n'est vraiment pas forcée. Et de manière générale, je trouve ça vraiment absolument adorable à regarder. Donc c'est un tout petit peu comme The Snoopy Show et un tout petit peu comme Harriet the Spy. C'est des séries qui auraient probablement été diffusées dans les années 50 et 60, mais qui sont vraiment universelles, qui ont vraiment un rendu visuel traditionnel qui est absolument délirant. Et on sent en fait pour du stop motion, en fait, on sent que c'est vraiment un travail fait par des artisans avec amour, donc ça se rapproche un tout petit peu des séries de Hardman dans ce cas-là. Donc pour moi, enfin, je vais probablement mater les 6 épisodes restants. J'en reviens pas de dire ça, mais c'est vraiment pas fait que pour les gosses, même si ça s'adresse primordialement aux 6-12 ans. Mais vraiment, c'est vraiment tout simple, mais c'est très 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 attachant. Voilà. Alors par contre, je précise que voilà, tu as traduit ça par l'île des formes, mais en français, c'est les formes de l'amitié. Le titre. Moi, quand j'ai lu les épisodes sur Apple TV+, ça s'appelait l'île des formes. Donc moi aussi, je vais de revérifier. Il me dit les formes de l'amitié. D'accord. Après, mais peut-être qu'ils se sont dit que les Belges comprendraient mieux les formes de l'amitié, je sais pas. Je sais pas, mais au Canada, c'est pareil, c'est les formes de l'amitié. Ah, mais je pense que ça doit être les Québécois, en fait. Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Non, mais les Canadiens sont plus portés sur l'amitié que les Français et les Belges. Hein, donc. Ouais, c'est ça. Nous, l'amitié, on n'aime pas ça. Non. Enfin, c'est nul, l'amitié. Voilà. Et il y a un autre truc qui est nul, en fait, si tu me permets de faire la transition, c'est le cancer. Et What? Oh, le grand écart, là. Oh, punaise. Oh là là. Et ouais. Ouais, ok, bon. Pourquoi? Il faut enchaîner, là, quand même. Voilà. Je suis désolé, Cécile, hein. Cécile, là, je sais pas si Peripheral, il y a un rapport avec le cancer, mais... Il y en a un. Écoute, bon, voilà, on va dire que c'est bon, alors. Je t'ai niqué ton conducteur parce que tu voulais laisser la parole à Cécile, en fait. Non, mais c'est que lui, il avait une autre reco, en fait, c'est pour ça. Il voulait enchaîner sur sa 2e série, je pense. Oui. Ah oui, mais je reviendrai après dessus. Là, on va essayer de parler un peu Cécile. Si, dans Peripheral, la mère de l'héroïne a un cancer. Ça peut être un lien. Et c'est quoi ton signe astro, Cécile? Ah non, je suis Sagittaire, c'est dommage. Merde. Avant de s'en servir. Donc, Périphérique, les mondes de Flynn en français, nom très moche. The Peripheral en VO, adapté du livre du même nom. Série Amazon. Oui, Amazon qu'on trouve sur Amazon Prime Video, avec, alors j'espère bien dire son nom, Chloé Grace Moretz dans l'héroïne Flynn, qui était Hit Girl dans Kick-Ass, je crois. Je sais pas si elle est connue pour autre chose. Et Dark Shadows, mais elle est probablement pas connue pour ça. Déjà, moi, je jouais sa tête, je voyais pas trop qui c'était. En fait, Flynn, c'est une jeune femme qui vit dans les années... elle vit en 2032. Et son frère est un ancien militaire qui gagne de l'argent en jouant à des jeux vidéo pour d'autres gens. En gros, t'arrives pas à passer un niveau, tu le payes et il le passe pour toi. C'est un gars du bon coin, quoi. Voilà, Vous voulez dire que depuis toutes ces années, j'aurais pu faire payer ma mère pour que je lui bats les boss sur la Switch, c'est ça? Après, je pense qu'il y a de l'argent quand tu fais des gros niveaux, des trucs comme ça. Et donc, ils font ça avec des casques VR ultra technologiques, tout ça. D'accord. Et un jour, son frère reçoit un nouveau casque par une boîte colombienne qu'il connaît pas. Et le truc, c'est qu'il triche un peu parce que c'est pas lui qui est super doué en jeux vidéo. En fait, c'est sa sœur. Donc sa sœur joue à sa place. Il lui dit ouais, vas-y. Ils nous ont dit que si on jouait, on allait toucher une masse de thunes. Donc elle fait bon, ok. Elle voulait décrocher un peu, mais elle y va. Elle se retrouve dans un personnage à l'effigie de son frère, du coup, dans un monde ultra réaliste. Elle se retrouve à faire une mission qu'elle comprend pas trop, mais bon, c'est un jeu vidéo, on te dit de faire ça, tu fais ça. Oui. Et elle finit par assister à un meurtre et à elle être supprimée.
Et donc elle revient dans la réalité et elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce qu'elle a vu était réel ou pas? Elle est complètement perdue. Et en fait, on va découvrir que là où elle était, c'était pas dans un jeu vidéo, mais dans le futur. Dun, dun, dun. Et en fait, elle n'était pas donc dans une simulation, elle n'était pas dans un sim, comme ils disent. Là, tu me vois pas, mais j'ai du sang qui coule de mon oreille, là, je comprends plus rien. C'est ce qu'on appelle la synchronicité, Fred. Non, elle était envoyée, elle était envoyée, enfin son esprit était dans un robot qui était dans le futur, et donc elle va la boîte qui leur a envoyé le casque va la rappeler pour lui dire non mais faut que tu reviennes dans le futur parce que là il y a eu il y a une grosse merde qui est arrivée. Faut que tu reviennes, qu'on en discute, de qu'il lui crée un corps à elle, donc elle va pouvoir interagir avec le futur dans un corps à son effigie. Mais il y a d'autres gens du futur qui sont pas trop d'accord avec ça, avec le fait qu'elle interfère, et qui vont essayer de la tuer dans son propre temps. Donc voilà, c'est du truc de voyage dans le temps. Ça a l'air bien, et en même temps, je me dis, qu'ils ont pris. C'est la personne qui a écrit le bouquin qui a dû prendre des trucs. Après, la vision du voyage dans le temps est pas mal. Dedans, c'est intéressant la façon dont il gère le truc. Il y a 8 épisodes. Alors, il y a un problème récurrent pour moi, c'est qu'il y a des épisodes qui font plus d'1 heure. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez. Enfin, quand tu vois 1h10 qui s'affiche, je pleure du sang. Enfin, voilà. Mais bon, avec tes yeux, le sang ne coule pas de tes oreilles, en tout cas. Ouais, dans ces cas-là, voilà, j'avoue, des fois, je coupe. Voilà, je m'arrête au bout de 45 minutes, 50 minutes, et je regarde la suite une autre fois, parce que moi, j'en ai marre des épisodes qui font 1 heure. Je suis pas là pour voir des films, je suis là pour voir des séries. Et j'aime bien les formats un peu plus courts. Mais sinon, j'ai apprécié la série. Donc pour le côté SF vraiment assumé, il y a des trucs sympas, des concepts d'humains augmentés, donc comme je disais les voyages dans le futur, dans le passé. Il y a des trucs qui sont intéressants comme ça. La technologie qui est dépeinte est vraiment cool. Ouais. Parce que c'est d'après le livre d'un des auteurs de SF les plus réputés et les plus mindfuck, qui s'appelle William Gibson. Voilà. D'accord. Je ne connais pas, je t'avoue. Voilà, et c'est vraiment de là qu'on tire. Et c'est vraiment un des pionniers du cyberpunk. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de concepts dans la série qui sont... Oui, non, ça se retrouve dans le côté humain augmenté, surtout, on retrouve ça pas mal. D'accord. Après, je trouve que les personnages secondaires sont plus intéressants que Flynn, parce que l'héroïne en elle-même, on perçoit pas trop sa personnalité, c'est plus... elle est dans l'action, elle subit les choses, elle suit et elle se débat contre ce qu'on essaie de la forcer à faire. Et aux événements voilà qu'elle subit, là où les personnages secondaires vont avoir plus de personnalité et vont être plus intéressants à suivre, je trouve, que elle qui est un peu neutre pour nous permettre de rentrer dans l'histoire, quoi. Ouais, c'est un personnage vaisseau, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est là pour nous transporter dans l'histoire. Et par moment, moi, je trouve ça un peu dommage quand même. Elle mériterait d'avoir plus de personnalité. Ouais. Enfin, j'ai toujours pas compris ce qu'elle veut faire dans la vie, comment elle en est arrivée là, alors que pour son frère, pour d'autres personnages, c'est beaucoup plus clair. Et pour tous les personnages du futur, avec leurs combats les uns avec les autres, on comprend mieux. Mais elle, à part, faut que je me démerde pour survivre, voilà, on va pas plus loin que ça. Je viens de bugger sur la distribution. Bon, beaucoup de d'acteurs que je connais pas, tout simplement. Ouais, déjà je connais pratiquement personne. Mais j'en ai vu un sur sa photo. Donc c'est Austin Rising qui joue le rôle de Léon. Voilà, je vais taper ça. Il y a une photo. Je te jure, c'est Clovis Cornillac. Je te jure. Si, je vois lequel c'est. Oui. Il y a un air du gars, ouais. En fait, je voyais les photos en petit, je clique, il y a Clovis Cornillac. En fait, non, c'est Austin Rising. Et le gars, quand il a une barbe et il a son regard, c'est Clovis Cornillac, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ou alors c'est Clovis Cornillac qui est rentré dans le programme de protection des témoins.
Ah oui. Non, mais tu me dis ça, je vois duquel tu parles, en fait. D'accord. Donc, ouais, il n'y a pas que moi qui vois une Oh ressemblance. putain, mais quoi. oui, tellement. Hein? Oui. Tu vois, Ouais. avec sa grosse barbe et sa veste C'est kaki, là, un peu, là. Ouais. Non, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais Voilà. non, je viens de vérifier, oui, c'est bon, c'est bien celui que j'avais en tête, oui, c'est un personnage très très secondaire, mais oui, je vois pourquoi tu dis ça. Il a vraiment cette tête-là. Ah, ok. Bon, ça va. Putain, il Il y est a pas plus fou. sur l'IA, quoi. Ah, si, il y en a une que je vois, voilà, Cathy Long, qui était dans Harry Potter, si je me trompe pas. Entre autres. Ah oui. Je sais plus quel rôle, le nom du rôle, mais bon, c'est la petite copine, là, de Harry. C'est Cho Chang, oui, c'est Cho Chang. Ouais, c'est ça. Ça. Si, il y a Alexandra Billings, que j'ai déjà vu dans plusieurs séries, qui est très bien. Là, pour le coup, c'est un personnage secondaire qui arrive très tard dans la série. Elle est top. Vraiment, elle est très, très, très bien. Son personnage est trop cool. Mais donc, il y a eu 8 épisodes. Je crois pas qu'il y ait eu encore d'annonce de Il n'y a pas d'annonce de renouvellement. saison 2 pour le moment. Et je crois que ça n'annonce rien de bon, étant donné que les producteurs de cette série-là sont un tout petit peu occupés. Ils sont également connus, c'est Lisa Joy et Jonathan Nolan de Westworld. Et ils sont tout petit peu occupés à mettre en production Fallout. Et Fallout également avec Walton Goggins. Mais par contre, très franchement, c'est aussi un truc qui sent pas bon, c'est que Peripheral, je suis désolé, j'ai pas vu de pub ou de... Il y a rien eu chez nous. Il y a eu que dalle chez nous. C'est sorti en octobre et c'est passé sous le radar, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est comme beau. Et quoi, il y a énormément de séries d'Amazon post Seigneur des Anneaux qui ont été fait comme ça. Et pourtant, ça a été diffusé en semaine par semaine, quoi, pour essayer je pense, d'accumuler un peu de hype. Et non, ça a pas du tout été vendu chez nous. Et puis, enfin, avec le nom, quoi, qu'ils ont mis en France, Périphérique, les mondes de Flynn, pourquoi? Oui, ça fait série d'adolescentes un peu fantastique. Ouais, enfin ça vend pas le truc. En plus, les mondes de Flynn, je vois pas trop pourquoi. Et ouais, ça fait Nick Cutter et les portes du temps, enfin ça fait des trucs cheap. Oui, c'est ça, année des années 80, enfin série des années 90, voilà. Ok, bon. Par contre, on revient chez Florian avec une série dont on a parlé en 2018. Je vous ai dit que la maman de Flynn avait un cancer. Ah, voilà. Et donc, merci, ma transition. Un million de petites choses. C'est ça. Un million de petites choses. Ah, ça y est, je vois le rapport avec le morceau. C'est une série sur les spermatozoïdes. Exactement, mais pas que. Il y a au moins 2 quotards dans cette série, donc tu n'es pas très trop loin du compte. Voilà. De quoi ça parle? Eh bien, j'ai également commencé cette série puisque c'est assez triste, mais parmi les plateformes SVOD qui vont probablement bientôt nous quitter, il y a Lionsgate Plus et il y a également Salto, puisque Salto, petit ange qui va partir trop tôt. Et donc pour l'instant, donc vendredi dernier, il devait y avoir un comité extraordinaire où je craignais le pire pour l'avenir de la plateforme, puisque comité extraordinaire. C'est ça, de la Cogirep, enfin pardon, de France Télévisions. Enfin, je comprends plus la différence entre les deux. Et c'est là en fait où on a un sursis a été accordé de peut-être quelques jours ou quelques semaines, le temps de trouver un repreneur de quelques-uns des éléments clés de Salto. Donc, ce qui fait que pour l'instant, la plateforme reste. Et comme la plateforme reste, je me suis dit, ça serait dommage de ne pas en profiter puisque je suis en abonné. Et donc, j'ai commencé A Million Little Things qui est en exclusivité sur la plateforme. Et il y a 4 saisons sur les 5. La 5e va être diffusée là, le mois prochain. Elle a été brièvement diffusée sur TF1 Série Film, mais elle a été déprogrammée. Et donc voilà, j'avais cette série-là dans mon collimateur. Et en fait, donc j'ai vu 5 épisodes de la saison 1 qui en compte 17, et je suis assez conquis et convaincu par ce que j'ai vu. Donc ça parle d'un monsieur qui est joué par Ron Livingston, qui est un avocat avec une vie parfaite, mais qui du jour au lendemain se suicide. Et voilà, donc
un tout petit peu comme dans le film The Big Chill de Lawrence Kasdan, que je vous recommande par ailleurs. C'est un tout petit peu ce qui se passe après, avec donc tous ses anciens amis, et donc des amis qu'il a constitués lui-même. En fait, c'est un groupe d'amis qu'il a soudé un tout petit peu autour de matchs de hockey, un tout petit peu de ce genre de choses. Et ça laisse un grand vide. Donc il laisse derrière lui une femme qui s'appelle Delilah, et donc qui a une fille. Il laisse derrière lui pas mal de ses meilleurs amis, et vraiment c'est pas donc ce qui fait que le pilote en fait n'est pas très feel good, puisqu'on essaie un tout petit peu de recoller les morceaux, et au fur et à mesure en fait on se rend compte que derrière lui en fait ce qu'il laisse aussi, c'est un relationnel en fait dans son entourage qui est vraiment pas forcément sain. Et ce qui va ressortir, c'est que donc Delilah, donc sa femme, qui est maintenant sa veuve, couchait avec son meilleur ami, et et également que il y a, donc ça c'est vraiment un des gros secrets en fait que l'on apprend dans le premier épisode, qui est vraiment, qui va vraiment exploser dans les épisodes suivants. Et l'autre chose que l'on apprend, c'est que James Roday en fait, qui joue un des proches en fait de Ron Livingston, donc du personnage de Ron Livingston, a un cancer qui est en rémission. Donc c'est le truc, et donc il est dans un groupe de support pour les personnes qui sont en rémission du cancer, puisqu'il a eu un cancer du sein qui est assez rare chez les hommes. Et malgré tout, en fait, il a beaucoup de tchatch et beaucoup de réparties, beaucoup de choses comme ça, mais c'est pour aussi cacher en fait une peur assez panique. Et il va rencontrer dans ce groupe-là une personne en fait qui va vite devenir sa petite amie ou son condom soir, ça dépend de comment on voit la chose. Et l'autre chose que l'on apprend pour compléter le tableau, c'est que un autre personnage apprend le suicide donc du personnage rejoué par Ron Livingston, alors que lui-même était prêt à se suicider avec des médocs. Et en fait, ce personnage-là en fait va commencer une thérapie qui est assez fragile, et va commencer à remettre en question sa propre vie. Donc c'est ce que je viens d'expliquer en fait, c'est beaucoup de points qui sont vraiment des bouleversements. Enfin, on voit vraiment dans le groupe d'amis en fait, chacun a ses propres problèmes et ses propres virages dans la vie à régler. Donc ça pourrait être un drama vraiment assez lourd. Et le véritable miracle de cette série-là, enfin pas un miracle, mais vraiment la grosse qualité de Million Little Things, c'est que il y a une maîtrise du ton qui est assez soutenue, qui est assez hallucinante. C'est-à-dire que même James Roday en fait, que l'on connaît pour 8 saisons de Psych, donc vraiment en personnage de comédien, lui en fait ici en fait il livre vraiment une composition dramatique, même s'il se veut le comic relief du groupe. Et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup la série en fait lui fait confiance pour sortir des quelques vannes, mais il le délivre avec quelque chose d'assez pince sans rire. Il y a un côté dans sa performance qui est pas très assuré dans la manière dont il sort les vannes. Il y a aussi pas mal de détestation de soi. Il y a aussi pas mal de fraternité en fait entre les mecs de la bande en fait, donc qui ont été un tout petit peu soudés par le personnage joué par Ron Livingston. Et pour moi en fait c'est vraiment une espèce en voie de disparition. Cette série une espèce en voie de disparition, c'est-à-dire que c'est une série de network où il n'y a pas vraiment de grands concepts, mais en fait il y a des personnages assez forts qui ont beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis à gérer, et où les dialogues et les interactions sonnent justes. Et pour moi c'est vraiment un véritable bonheur de voir
que chaque séquence, même si le contenu de la séquence, en fait, on pourrait dire, tiens, voilà le twist, voilà les trucs qui n'arriveraient que genre un an après dans la vraie vie ou des choses comme ça. Donc il y a quelques bousculements ou quelque chose qui sont arrangés, mais la manière dont c'est interprété et la manière dont c'est réagi, on sent vraiment que voilà, ce sont plus des personnes qui ressemblent à des êtres humains et qui essaient vraiment de gérer en fait ceux qui se prennent dans la gueule de manière, on va dire, assez feutrée et finalement assez adulte et assez mature. Et donc c'est l'inverse, enfin c'est souvent Million Little Things, malgré en fait tous les twists et on va dire voilà pas mal de choses qui explosent assez vite. Donc par exemple le divorce de certains personnages, la révélation de l'adultère, donc de la femme du décédé, des choses comme ça. Ça pourrait être traité avec voilà des vases voilà quoi, enfin des vases qui pètent, quelque chose de très sobre et de très et en fait en réalité c'est géré de manière très mature et peut-être très amère, très mélancolique. Il y a je parlais de James Roday qui est entre guillemets à contre-emploi ou à qui on donne l'opportunité de jouer quelque chose d'autre, mais il y a aussi Grace Park, donc qui jouait Boomer dans Battlestar Galactica, et également une des flics dans Hawaii Five-O. Et là, on lui donne un vrai rôle dramatique en fait, où c'est The Other Woman en fait qui va découvrir que voilà son mec couchait avec la femme de son meilleur ami, et en fait, c'est une composition dramatique où en gros il n'y a pas voilà quoi, il y a pas de chichi, il y a pas de fioriture, c'est juste sa composition et on va dire ses qualités de comédienne qui ressortent. Et pour moi, c'est un véritable bonheur que de voir Grace Park et James Roday être aussi bons dans leurs rôles respectifs. Donc pour moi, j'ai parfaitement accroché à la proposition de la série. La BO est une BO comme j'ai l'impression qu'on n'en fait plus beaucoup. Donc il y a beaucoup de morceaux, beaucoup de morceaux pop rock. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses mélancoliques. En fait, c'est vraiment une série où on va prendre plaisir à aller voir le listing des titres qui ont été joués dans TuneFind. En fait, donc il y a un côté vraiment très old school, et donc ça c'est dans la grande tradition en fait des dramas de ABC, donc de Brothers and Sisters, de choses comme ça. C'est exactement ça que je pensais. Ouais. Je voilà, me disais, c'est le fait que tu aies un gros point de départ, un drame au départ qui fait que tu présentes tes personnages et que tu vas suivre ensuite. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de me dire ouais, en fait ça me rappelle Brothers and Sisters. Et je pense que c'est ça qui fait que ça a perduré, parce que bon, je pense que les audiences de cette série n'ont jamais été vraiment très fortes, et c'est un tout petit peu même une anomalie sur la grille de ABC qui pour l'instant est en network qui parie beaucoup plus sur les reliquats de Shonda Rhimes et leur line-up de comédie, donc Abbott Elementary et The Goldbergs, et moins sur ce qui a fait un tout petit peu leur qualité. Et en fait, j'ai l'impression de regarder un tout petit peu un des derniers représentants de ce qui se fait un tout petit peu la raison d'être de la télé de network en fait, c'est-à-dire de pondre ce genre de drama où il n'y a pas vraiment de gros concepts, il n'y a pas vraiment d'acteurs super connus qui vont phagocyter. Il y a pas de côté drama premium comme on pourrait l'avoir sur Netflix, Apple TV+, même si Apple TV+ va sortir une série de Jason Katims en fait qui est aussi du drame pur et dur en fait. Mais c'est un genre de série ou un sous-genre de série. Donc vraiment une série en fait de personnages creusés ou d'affrontements et de problèmes psychologiques en fait qui vont être gérés, et de choses des choses où les personnages vont passer au-dessus de certains obstacles ou de certains préjugés qu'ils vont avoir. Donc c'est pas une série où entre guillemets il se passe grand chose sur le papier, mais c'est une série qui est bien dialoguée, et c'est une série aussi qui est très très bien interprétée, où tout le monde joue dans la même série. Donc c'est vraiment une troupe de comédiens qui est attachante. Voilà. Moi j'avais vu toute la saison 1, je crois. J'avais pas continué plus par le côté comme tu disais, c'est un drama où
ils vivent quand même tous des choses assez lourdes, même si c'est pas tire-larme comme l'était This Is Us, que j'ai arrêté assez vite parce que j'en avais marre qu'on fasse « Ah, tu pleures là! Ah, ça fait mal là !» J'en avais marre au bout d'un moment. A Million Little Things est beaucoup plus lumineuse, je trouve. Mais j'ai pas continué parce que voilà, il y a un moment où je me suis dit et trop d'émotions, trop de fils. La profondeur, faut que j'attende d'être mieux pour le regarder. La profondeur psychologique, et c'est ça qui déjoue le psychodrame en fait, c'est que la finesse de cette série, c'est que les personnages, enfin beaucoup des personnages en fait apprennent qu'ils font des crasses, apprennent vite les secrets des uns des autres, vraiment se font la gueule, mais ils arrivent à se pardonner, ils arrivent à communiquer, ils arrivent même voilà quoi à faire outre de circonstances parce que voilà ils apprennent souvent certains événements alors qu'ils sont ensemble et qu'ils doivent performer à je sais pas le bal de fin d'année de la gosse ou ce genre de choses, et c'est des choses où ils doivent vraiment serrer les dents et faire en sorte que voilà quoi les apparences soient sauvées. Mais c'est vraiment une série où va pas y avoir, enfin où le mélodrame est un tout petit peu contrôlé avec ça, et c'est ça qui rend la chose si attachante, c'est que quelque part les dialogues font que c'est des personnages qui réagissent et traitent la manière dont beaucoup de gens traiteraient ces situations là en fait. Je dis pas que ça, et je pense qu'il y a, même si c'est pas réaliste peut-être dans la trame, c'est authentique, c'est crédible, mais c'est surtout authentique dans les réactions psychologiques. Après, on disait hors antenne en fait que Fred, tu as pas eu du tout la même impression quand t'as vu le pilote, mais sur 5 épisodes, j'ai vraiment eu ça, quoi. Le truc, c'est que le pilote a souffert de la comparaison pour moi avec This Is Us. Tout comme en fait son lancement a souffert de cette comparaison-là. Après, on pense ce qu'on veut de This Is Us. Moi, j'ai beaucoup aimé This Is Us. J'ai beaucoup pleuré aussi, et j'ai pas ressenti tant que ça le côté tire-larme, mais je sais que d'autres l'ont ressenti, peu importe. C'est surtout que quand on a regardé le pilote avec ma femme, je me souviens vraiment que et c'est peut-être aussi ça qui m'a sorti du truc, c'est que tout le temps c'était mais c'est pas possible qu'elle réagisse comme ça, personne ne réagit comme ça, mais jamais on fait comme ça, pas aussi rapidement, machin. Et en gros, il y avait toute une analyse un peu plus psychologique qu'elle faisait pendant tout l'épisode, qui globalement, moi, m'a sorti du truc, et c'est vrai que je ne voyais plus que ça. Peut-être que si je redonne sa chance maintenant, parce que ce que tu en dis, c'est le genre de série que j'aurais envie de voir. Voilà, mais peut-être que je lui redonner une chance et que ça ira mieux. Voilà, il y a peut-être un contexte, il y a plein de choses. Et je pense que ouais, le côté This Is Us qui était juste à côté a joué, parce que tu parles de Brothers and Sisters que j'ai adoré. This Is Us on le comparerait plutôt avec Parenthood. Il y avait voilà, c'est vraiment ces séries ou même La Vie à 5 qui font voilà, qui tu suis une bande comme ça qui va vivre on va dire de drame en drame, et tu te dis mais jamais ils vont s'en sortir. Et pourtant, tu continues de regarder quand même. Le souci, c'est que j'ai revérifié en Belgique, pour l'instant, en fait, A Million Little Things, t'as une saison sur RTL Play, et puis c'est tout. J'étais convaincu qu'en fait, elle était sur Disney+, mais en fait, pas du tout. Elle est pas sur Disney Plus ici aussi, parce que c'est pas Disney qui distribue la série à l'Inter, c'est Paramount, et donc du coup ils revendent pas ça à Disney. Voilà, et donc voilà, il y a personne pour enfin c'est compliqué pour la voir, et à part il y a des DVD peut-être, j'ai pas regardé. Je suis même pas sûr qu'il y ait des DVD en fait. Donc je sais pas. Voilà, c'est ça qui est un peu chiant. T'auras envie de la revoir maintenant alors que elle est toujours en cours, hein. Elle va avoir une cinquième et dernière saison juste le mois prochain. Voilà, elle est toujours en cours, et pourtant personne. Et les saisons sont courtes, il me semble. C'est pas des saisons. C'est du 17-18 épisodes en fait à chaque fois. Ouais, je vois ici il y a 4 saisons, donc je sais pas si le nombre d'épisodes c'est sur les 4 saisons, mais 74 épisodes. En date du 18 mai, oui, donc oui, c'était au moment des 4 saisons. Donc, ouais, j'aurais bien envie de la revoir, mais après, de la redécouvrir, lui redonner sa chance, parce que c'est vrai que ça date de notre saison 4, 3e épisode de la saison 4, où on en avait touché un mot. C'est au début, justement, des nouvelles, la rentrée des séries, quoi. C'était en octobre. Et depuis, plus rien. Ouais, moi je sais qu'il faudrait que je la reprenne, mais
Je pense que je vais attendre d'être dans un état émotionnel plus stable pour pouvoir bien l'apprécier. Je pense que j'attendrai qu'elle se soit terminée complètement. Oui, aussi, ouais. Voilà. Ça peut être une façon. Et avec peut-être un peu de chance à ce moment-là, un service de VOD qui l'aura repris dans son catalogue, mais genre un Amazon Prime, par exemple. Ce qui n'est pas impossible. Je sais pas ce que t'en penses, Florian, mais... Franchement, je sais pas. Je pense que là, avec la fin de Faut voir ce que Salto, devient Salto. en fait, je pense que si Salto et il y a une potentialité où le catalogue et les exclusivités peuvent être revendus à une tierce partie. Donc ça, c'est ce que les actionnaires attendent. Mais au pire des cas, TF1 en fait a développé son offre de replay qui est MyTF1. Ils ont une offre par abonnement qui s'appelle MyTF1 Max où tu te débarrasses des pubs. Et ils ont mis aussi en exclusivité, par exemple, l'été dernier, la saison 1 de Gossip Girl. Donc je pense que s'ils veulent aller jusqu'au bout du truc, ils peuvent mettre la saison 5 et le reste des épisodes sur MyTF1 ou le faire avec MyTF1 Max qui fait genre 3 € par mois. Donc ça, c'est pour la France. Après, pour le reste, j'en ai strictement aucune idée. Mais c'est vraiment, c'est bizarre parce que c'est vraiment typiquement le genre de série dramatique qui est pas aussi porteuse ou que tu peux pas vendre autant, y compris à ton entourage sériephile que This Is Us, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais, je pense que oui, elle a souffert de la comparaison et totalement. et même This Is Us a été très mal diffusé, très mal mise en avant en France, à part sur Canal+, mais sur les chaînes publiques, ça a été. Oui, sur M6, ça a été bazardé. Oui. Je pense que c'est le moment pour nous de relancer le service de VOD qu'on voulait faire au moment de Salto, hein, Pirouette. Voilà. C'est ça. On choisira un catalogue et franchement, ce sera bien, je pense. Voilà. Donnez-nous des sous, on va lancer un service de VOD. Vous allez voir, ça va être bien. Il y aura Night Court, il y aura que des choses que vous trouvez nulle part. C'est ça. Nous, on sait, voilà. on mettra Code Quantum l'original et on sera bien. On arrête le podcast et on va se lancer dans ce truc coupe-gorge. Très très bonne idée. Bon ben voilà, donc en résumé cet épisode, donc on vous a parlé de Night Court original et le retour, That 90's Show, The Last Days of Ptolemy Gray sur Apple TV+, et The 90's Show c'était sur Netflix, L'île des formes, Shape Island, ou les formes de l'amitié selon comme vous voulez sur Apple TV+, aussi. A Million Little Things sur Salto en France et c'est tout. Lionsgate+, c'est ça que tu disais? Non, c'est que sur Salto pour moi. Que c'est Salto. Ouais. Et donc Peripherals sur Prime Video. Voilà, vous avez de quoi regarder, je pense. Il y a du truc là, hein. Il y a du truc. On n'a pas encore parlé de The Last of Us. Peut-être on le fera, peut-être on le fera pas. Hein, on verra. En tout cas, moi, j'ai pas encore vu, donc je vais pas vous en parler. J'ai vu que le pilote et j'ai pas joué au jeu. Alors, je laissais quelqu'un qui s'y connaissait un peu mieux parler. Voilà. Au besoin, je pourrais me dévouer. J'attends d'avoir terminé pour vous parler de En Place, la série Netflix, avec Eric Judor et Jean-Pascal Zadi, et puis vous dire si faut regarder ou pas. En tout cas, des 3 premiers épisodes que j'ai vus, j'étais très 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 content. Et puis Eric Judor qui change de cravate, d'écharpe toutes les scènes, c'est voilà, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Voilà. Bon. Je pense que c'est terminé. Merci à vous 3 de m'avoir accompagné pour cet épisode 11. Rendez-vous la semaine prochaine pour un phase B. Voilà. Et puis dans 2 semaines pour un Monsieur Série and Friends avec... J'ai retrouvé sur le nom. Crowd Mandoon. And the Swords on Fire. The Flaming Sword of Fire. Voilà. Flaming Sword of Fire, et pas grotte de chien, ça c'est encore autre chose. Le mot de la fin, Elodie. Mémoire. Mais j'en ai pas, c'est fini. Cécile. Écrit fait s'habiller. C'est l'inverse de l'IQ, quoi. Écrit fait s'habiller, l'IQ. L'IQ, plus je le dis, plus j'ai l'impression que c'est un Pokémon. C'est comme Lipoutou, mais... Lipoutou, mais c'est l'Ikunu.
J'ai mis fesses au lieu de cul parce que je me suis j'avais pas envie de mettre un mot en B. Et comme dirait l'autre, je ne suis pas kiné, je suis cul nu. Voilà. Florian. Cameron. Donc Cameron, vous savez pas qui c'est un rappeur de Harlem, et la raison pour laquelle je voulais dire Cameron à la fin, c'est que c'est un des rares fous qui a samplé le générique de Night Court pour le remix de Horse and Carriage en 98, et en fait je n'ai pas le générique dans la tête, mais j'ai le remix rap de ça, et c'est devenu mon unique personnalité tellement le remix est efficace. Voilà, donc j'ai posté le clip tout à l'heure sur Twitter, mais voilà, dédicace à Cameron. Ok, et moi je dirais permis, voilà. Je sais pas. Yay! Voilà, putain, ça y est. Poussez-vous, dégagez. Toutes les rageux. Toutes les rageux. Allez, dans 2 semaines, et à la semaine prochaine pour Phase B. Et puis là, on n'a pas le son pour lancer Bon Jovi, mais Bon Jovi arrive après. Bon Jovi!